Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rasti pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler du nouvel opus de la saga Jurassic World. Il s'agit bien sûr de Jurassic World Fallen Kingdom. Et cette fois-ci en compagnie du paléotubeur Ce film est une merde. Moss. Donc oui, moi Moss, je parasite la vidéo d'Alexis pour parler un petit peu de ce film. Je pense que mon avis, on le connaît un petit peu du coup. Mais Alexis, vite fait, qu'est-ce que tu as pensé de ce film avant qu'on commence la critique? Alors moi personnellement j'ai trouvé que ce film était pas mal, j'ai plutôt passé un bon moment devant l'écran. Même si franchement je suis un peu déçu de toutes ces incohérences et de la tournure que prenait donc le film Jurassic World Fallen Kingdom. Bien qu'il se rattrape à la fin avec la scène d'ouverture, mais ça on verra pourquoi. Donc nous allons parler de ce film de façon linéaire, du début à la fin, enfin on va essayer en tout du moins. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Alors pour commencer cette critique, nous allons parler de la scène d'ouverture de Jurassic World Fallen Kingdom, celle où on va chercher l'ADN d'Indominus Rex. Donc qu'est-ce que tu en as pensé, Moss? Alors, on va, comme d'habitude, vite faire un avis rapide. La scène d'ouverture est quand même pas trop mal. Elle résume pour moi plutôt bien le film, c'est que d'un point de vue cinémato, réel et tout ça, au niveau lumière, elle est parfaite, mais vraiment. Mais par contre, si vous la cherchez du côté du scénario, ça devient tout de suite un petit peu plus merdique. Je vais déjà prendre un exemple un peu con et je laisserai Alexis continuer un petit peu après. C'est la nécessité de cette scène d'ouverture, c'est tout simplement d'aller chercher un os de l'Indominus Rex, donc qui, je le rappelle, à la fin de Jurassic World, se fait bouffer par le mosasaure de 70 mètres de long. D'ailleurs, au passage, on est d'accord que le mosasaure a grandi de taille entre temps. Ouais, non mais sa taille varie tout au long du film. Voilà, complètement. Donc d'aller chercher une partie d'os d'Indominus Rex pour pouvoir avoir l'ADN de la dite bestiole. C'est bien les gars. Est-ce que vous étiez suffisamment con pour vous dire ah bah tiens, on ne va pas enregistrer tout notre putain de travail dans des banques de données sur ordinateur, etc. Et puis même légèrement, quand Wu se barre à la fin du premier Jurassic World, il emmène plein de trucs. Vous allez pas me faire croire qu'il est parti sans le matériel de l'Indominus? Non, je sais pas. Ouais. Et de toute façon, en plus, on peut parler aussi de l'enclos qui n'est finalement pas du tout connecté à l'océan Pacifique dans le premier opus de la saga Jurassic World et qui là, bizarrement, se retrouve totalement connecté avec un sas, eh bien tout simplement à l'océan Pacifique. Donc là, soit il y a eu des travaux entre temps, ce qui est absolument inimaginable, soit c'est une simplification scénaristique, ce qui est évidemment le cas. Grosse simplification scénaristique étant donné que une porte pile pour la taille du Mosa. C'est marrant, ça me rappelle un certain Jurassic World pour l'Indominus. Je sais pas, mais bon, pour continuer sur le Mosa, il y a aussi quelques trucs qui sont sympas. C'est que autant, vraiment, je le répète, c'est que pour toute cette partie au niveau réel, lumière, tout ça, c'est super cool. Mais ça ne fait pas tout dans un film. Et autant pour l'entrée en matière du mosasaure, c'est quand même plutôt bien travaillé et ça fait son effet. Par exemple, quand on a le petit vaisseau sous-marin là, et le Mosa qui referme sa gueule, ça pour le coup c'est super bien foutu avec la lumière qui disparaît, tout ça. Mais et limite il se téléporte le mosasaure. Mais alors peut-être qu'il se téléporte, et deux, on est bien d'accord que entre les deux Jurassic World, il s'est écoulé 3 ans. Oui. Le Mosa il a pas bouffé pendant 3 ans. C'est pas je veux bien qu'il soit proche des serpents, mais c'est pas un serpent non plus. Hein. Il est fort probable que d'ailleurs il n'avait pas le même métabolisme que les serpents, entre guillemets. En plus, on peut parler aussi de la scène du T-Rex. Le T-Rex, bah, très bien introduit aussi. Pour la petite anecdote, ils reprennent quand même, de ce que j'en ai compris, certaines idées du bouquin, donc le parc Jurassique, bouquin original de Crichton, avec le T-Rex vraiment qui apparaît qui apparaît dans des éclats d'éclairs et tout ça, éclats d'éclairs. Qui apparaît dans des éclats de lumière et franchement c'est une très bonne scène. Et là au moins Rexy fait peur, putain. Ah ouais, là elle fait peur, et là elle est vachement impressionnante aussi. Et une autre chose qui est vraiment pas mal, c'est aussi d'avoir le T-Rex avec la vision du mec qui est terrorisé. Donc ça donne un esprit de grandeur à l'animal. Et en plus, dernière chose, chose qui est totalement ridicule, c'est le gamin là, qui se met à courir de façon totalement what the fuck. Ouais, le mec donc qui court en zigzag, en espérant peut-être échapper à un tir, sauf que le tyrannosaure n'a pas d'arme à feu. Donc je ne vois pas l'intérêt de courir en zigzag pour le Tyrannosaurus Rex. Puis il court de façon ridicule. Il pourrait faire un sprint, non, limite il trottine le mec. Donc ouais, et en plus il lâche
La télécommande de contrôle finalement donc du SAS pour le mosasaure, simplification scénaristique. Je veux bien que la vie ce soit important, mais en même temps, bon, dans un truc comme ça, moi j'aurais les mains à tendance à être crispées, donc bon, tu le lâches pas. Mais surtout, il l'a lâché au tout début. Il aurait pu le lâcher Ouais. au moment où il y a l'échelle. Là, ça aurait pu être logique. Il a besoin de ses Oui, mains bah, à pour la se limite. hisser. Mais au tout début, là, ce Comme- mec est totalement con. Et comme par hasard, Rexy écrase le machin, le mosasaure sort, bref, voilà. Voilà. Vous avez compris que cette scène va résumer beaucoup de trucs du film. C'est joli, mais c'est con. Donc, nous avons passé la scène d'ouverture, donc après le petit logo de Jurassic World Fallen Kingdom stylisé de manière un petit peu sympa. On va en arriver à tout ce qu'on pourra appeler plus ou moins la scène d'exposition. Enfin, Ouais. plus ou moins. On va dire qu'une petite partie se déroule sur l'île à peu de choses près, mais la majorité se déroule sur le continent, parce qu'il faut montrer un peu les personnages où ils en sont depuis le dernier Jurassic World. Alors déjà, Zach et Gray, les gamins, vous les oubliez tout de suite, ils ont dû se faire bouffer par un T-Rex en revenant, peut-être, si ça se trouve. Mais on va retrouver du coup les personnages plus ou moins centraux qu'on pouvait avoir dans Jurassic World. Donc par exemple, surtout Owen et Claire. Un petit aparté pour les deux gamins, ça fait un peu penser aussi à Jurassic Park 2, puisqu'on les revoit pas dans Jurassic Park 2, les deux gamins, Alex et Tim c'est de pas Jurassic Park. Pareil pour Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, ils n'ont aucune importance dans l'histoire. Alors effectivement, dans le Jurassic World Fallen Kingdom, il y a quand même beaucoup de scènes qui sont reprises de pas mal de films Jurassic Park, pas seulement de Jurassic Park, le premier opus, ou Jurassic Park 2, ou Jurassic Park 3 même, mais aussi le premier opus de la saga Jurassic World. Ouais. Par exemple, des scènes reprises, on peut par exemple penser à l'avion de Jurassic Park 3, Complètement. on le verra après. Et aussi un autre truc concernant Owen et Claire, mais ça aussi, on va y venir. Donc, si on se remet sur la contextualisation du monde, nous retrouvons donc Claire qui a fait un virage à 180 degrés, qui peut être à la fois con et à la fois logique, qui est donc devenue gérante de toute une ONG qui vise à vouloir protéger les dinosaures. Moi je trouve qu'elle est plus intéressante comme ça. Alors, franchement, je la détestais dans le premier opus. Alors, le truc, c'est que le changement de position est un petit peu trop radical, mais, mais au moins ça montre que le personnage a évolué en 3 ans quand même. Donc là-dessus, pour le coup, les scénaristes, vous avez fait du bon job pour une fois, bravo. Mais sinon, donc dans cette ONG qui s'appelle le Dinosaur Protection Group, on va donc aussi trouver 2 autres personnages qui vont être plus ou moins importants. Donc on va avoir une paléo-vétérinaire. Ça doit être facilement donné par les universités, ce genre de diplôme, hein. Et un petit informaticien qui est le cliché stéréotypé du geek, et franchement, je lui ai dit à peu près, je pense, au moins 5 fois ta gueule dans le ciné. Non mais franchement, je le déteste. Ouais, donc c'est réciproque. Complètement. Et au niveau de la contextualisation aussi, c'est un truc qui est très bien avec ce film, c'est qu'on va y revenir peut-être de temps en temps, c'est que au moins, pour ce qui est de l'ouverture, on montre que le monde a évolué quand même en 3 ans. Donc on a eu l'exemple de Claire, mais on a tout l'exemple du coup que dans la scène d'ouverture, on montre bien que Masrani Corp a eu énormément de procès au cul à cause des visiteurs qui ont été blessés. Il a fallu leur verser des dommages à intérêts et tout ça. Ça au moins c'est bien et c'est réaliste. Et bon, le volcan, on y reviendra plus tard. Ouais, toi, tu y reviendras bien plus tard, mais au moins pour le coup, on montre que les choses ont pu évoluer. Et il y a tout un truc qui s'est mis en place du coup au niveau gouvernemental pour savoir est-ce qu'on va aller sauver les dinosaures ou non. Ça vous le savez, de toute façon vous avez vu les bandes annonces, c'est très forte chance. Bandes annonces qui spoil beaucoup. Hein. Oui, bah de toute façon vous avez vu les bandes annonces, vous avez quasiment vu le film, hein, y compris presque les dernières minutes. Hein. Mais bon. Et c'est là où donc je déteste en partie Malcolm, c'est non on va pas les sauver, ils ont eu leur chance. Ce sont des animaux qui sont hybrides, mais hybrides dans le sens qu'on a été obligé de combler leurs genoux avec d'autres trucs, hein, on y reviendra aussi plus tard. Et que, je sais pas, vous avez une responsabilité envers ces trucs, non? Et puis, on va quand même penser à Malcolm, qui a quand même fait partie de ceux qui ont essayé d'aider les dinosaures sur l'île du Monde Perdu, même si au début c'était à contre-cœur. Mais à la fin du Jurassic Park 2, il était quand même en accord avec cette idée-là, de les protéger. Bon, un peu sous la contrainte, et surtout pour sauver sa meuf quand même. Hein. Au début de The Lost World surtout. On a 1 ou 2 doutes éventuellement sur le fait que le mont Cibo se TP soit au centre de l'île, soit à l'extrémité nord. Ouais, on a un petit doute là-dessus. On sait pas exactement. Mais bon, continuons donc. Décision prise, on ne va pas aller sauver ces bestioles parce que bon, il faut bien faire avancer le scénario et faire en sorte que les types fassent des choses illégales. Je sais pas. Donc on se retrouve dans un... Donc Claire va recevoir finalement un appel pour un type qui lui propose je veux bien financer vos activités illégales. Et donc ce type qui gère ça s'appelle Lockwood. Bonne référence au premier film d'ailleurs, étant donné que Lockwood est un des types d'ailleurs qui bossait avec Hammond de mémoire.
Bon, par contre, le Lockwood là, il est un petit peu vieux, c'est un petit peu papy gâteau. Il est sénile. Ouais, complètement, c'est vraiment papy gâteau. Et du coup, ils ont besoin de Claire pour pouvoir aller sur l'île et pour pouvoir réactiver le système de géolocalisation et tout ça. Ce qui est un peu bête. Vous allez me faire croire aussi, du coup, que vous n'aviez pas moyen de pouvoir avoir votre système de géolocalisation de mer depuis le continent. Pardon. Il faut aussi récupérer Blue, parce que, évidemment, les raptors, hein, tu vas pas les laisser crever. Et vu que nous sommes dans le monde de Jurassic World, un seul homme peut approcher les raptors, Owen, qui n'a aucune putain d'évolution. Autant Claire évolue très fortement, Owen ne va pas bouger de tout le film quasiment au niveau évolution du personnage, au niveau évolution de la psyché. C'est un comique. Ouais, un comique qui est très drôle, qui fait rire la galerie, hein, et puis qui est badass. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on avait besoin de testostérone, ramener Owen. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc on se retrouve aussi avec donc Claire et Owen, les retrouvailles, scène complètement repompée de Jurassic World, mais là en plus on rajoute le cliché de Owen, le type solitaire dans la forêt. Je construis ma maison, je suis un vrai bonhomme moi. Ouais, c'est bien, bravo. Tu t'enfonces dans le cliché. Là, la saga des Jurassic a déjà un petit peu souffert des clichés des fois, mais là, tu t'enfonces. On notera aussi du coup que la relation entre les deux est complètement mais un yo-yo mais incroyable. Alors je veux bien que les relations amoureuses ce n'est pas plat au cours du temps, surtout pas, j'ai failli te foutre la main dans le crâne. C'est pas grave ça. Mais là, putain, décidez-vous un minimum les gars. On continue donc Claire qui dit bon allez vas-y viens avec moi, il faut les sauver, c'est bien. Ouais, et puis on peut se demander comment Owen finalement est rentré dans ce fameux avion. J'allais juste rajouter un truc avant, c'était sur la scène de Blue. Parce que d'ailleurs, ça m'étonne un peu que Owen ait gardé des enregistrements de Blue quand elle était bébé, parce que ce genre de truc doit plutôt être confidentiel. Ouais, et puis d'ailleurs, la petite fille, elle va les observer par la suite, pourquoi ils les ont gardés. Alors à la limite, alors que la petite fille les ait gardés, ça on en reparlera, mais je pense que c'est logique quand même. Mais que Owen les ait gardés, un particulier, c'est un peu bizarre quand même. Et on voit que Blue genre est ultra intelligente dès le départ et tout ça. Et surtout gentille. Alors, être gentil quand t'es petit, mais être un connard quand t'es grand, c'est surtout le propre des mammifères. Mais bon, à la limite, on peut appliquer ça aux oiseaux, allez, pourquoi pas, why not. Mais c'est incohérent, putain. Blue est censée être la plus dangereuse. Si on s'en souvient, c'est censé être la plus dangereuse des raptors quand même dans Jurassic World. Et là, on nous la montre comme un gentil petit chat. Chien. Ah oui, merde, un chien, effectivement. C'est un chien, oui. Un petit chien, ouais. Alors si on peut rajouter quelque chose à ce sujet-là, c'est aussi la gamine, quand on est dans le manoir Lockwood. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout là? On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, on y reviendra plus tard. On aura des infos après, ne vous inquiétez pas, des infos croustillantes. C'est vrai, mais qui ne seront pas très utiles. Ouais. Mais ce qui est aussi important avec l'actrice surtout, c'est qu'elle joue assez mal, je trouve. Surtout au début, hein, le fameux cri « Waouh » qu'elle nous fait. C'est nul. Et moi, je me suis fait un facepalm dès le début du film à cause de ça, parce que je trouvais ça nul. Je trouvais ça nul à chier. Voilà. Ouais, on notera aussi que la gamine, j'ai parcouru, j'ai fait une journée du Crétacé au Jurassique. Apprends ta géologie, connasse. Et puis, autre chose qui est pas mal aussi, mais qui est une scène totalement reprise de Jurassic Park 3, c'est bon, du coup l'avion de JP3 qui est le même. Et puis surtout parce que on entre dans l'avion. On survole l'île et on voit finalement les infrastructures et les animaux depuis l'avion sur toute l'île. Alors c'est vraiment des plans très intéressants parce qu'ils nous permettent de voir à quel point le parc a évolué, c'est-à-dire à quel point les infrastructures se sont dégradées en peu de temps, ce qui est tout à fait logique puisque nous sommes dans un milieu tropical. Ce qui est vraiment pas mal et ce qui finalement vient détruire un petit peu ce qui était dans Jurassic Park 3 où les infrastructures fonctionnaient encore en partie alors qu'on en était à plus de 10 ans à peu près de la fin de Jurassic Park. Ouais, 9-10 ans, une connerie comme ça. Donc c'est une scène pas mal, vraiment intéressante, mais un peu reprise des autres films. On notera vite fait aussi, ça je sais plus lequel de nous deux l'avait fait remarquer quand on l'a revu, l'enclos du T-Rex c'était quand même un peu petit. Oui, l'enclos du T-Rex, alors ça c'était moi qui l'avais remarqué. Oui. Effectivement, l'enclos du T-Rex, qui ne nous était pas été montré dans le premier film. On avait juste les couloirs. On avait juste la porte et puis le tronc d'arbre. Moi je m'imaginais que c'était une grosse forêt, un petit peu comme ça, vous voyez. C'est ce que donnait en plus l'impression quand tu voyais l'attraction. Ouais, et en fait, pas du tout, c'est juste un petit enclos où en fait tu avais juste quelques arbres, donc je pense que c'était là où il y avait la fameuse souche, la fameuse fausse souche, et puis finalement tout le reste, bah c'était juste des murs avec le dinosaure à l'intérieur. Donc en fait le T-Rex, il avait rien pour lui, alors que dans le premier Jurassic Park il avait un enclos gigantesque. Ouais, bah, visuellement, je pense que à peu près l'espace donné à Rexy était à peu près équivalent à celui des 4 Raptors, pas loin. C'est ça.
peu près équivalent à celui des 4 Raptors. C'est ce qui est pas un grand peu quand même. ridicule. C'est pas grand. Ouais. La SPA va gueuler. Et je pense même que c'est une incohérence avec le premier Jurassic World, hein, parce que Mm. je pense pas que c'est possible qu'on puisse tout mettre dans un truc comme ça. Non. Donc ce qu'on peut revenir pour la suite finalement de Jurassic World Fallen Kingdom, c'est finalement l'arrivée sur l'île. Donc on sort de l'avion et finalement on rencontre les fameux gardes. Ces fameux gardes, cette fameuse petite armée privée, hein, des mercenaires venus tuer ou capturer des animaux. Ici il est capturé. Vous allez voir que c'est une belle équipe d'enculés. Oui. Et finalement, cette fameuse équipe est censée assurer la protection de la paléo-vétérinaire. Elle m'énerve déjà, je pense qu'elle t'énerve déjà. Ouais. Du gamin ridicule, qui m'énerve et qui t'énerve, et je me rappelle même plus de son nom. Ouais, autant je me souviens du nom de la paléo veto, mais pas de ce petit con. Ouais. Ouais. Et puis enfin, de Wen et de Claire. Bon, et finalement, quand ils vont arriver vers le centre d'accueil de Jurassic World, qui est vachement stylé, hein, Oui. le brachiosaure apparaît, un animal magnifique, certes, mais un peu petit. Comparé à ce qu'on a vu dans le premier Jurassic Park, effectivement, ils sont un peu petits. Et Alors, c'est aussi dû au cadre. J'y reviendrai beaucoup plus c'est tard. très certainement dû au cadre. Et enfin, la personne, donc la paléo-vétérinaire, s'enfuit finalement donc, du camion, impatient de voir son premier dinosaure. C'est là qu'on se dit, mais pourquoi c'est une paléo-vétérinaire? Et finalement, celui qui était censé la laisser dans le camion, le garde, la laisse s'enfuir. C'est bien, mec, tu fais bien ton boulot. Il fait bien son boulot, ouais. C'est un petit peu comme le garde de l'Indominus Rex, il faisait bien son boulot, lui Ouais, aussi. c'est ça. Ils ont un problème avec les embaucheurs. Ouais, ça doit être des anciens employés de la RATP, très sûrement. Ouais. Et puis enfin, le gamin là, j'avais tellement envie qu'il se prenne une décharge, létale ou pas, mais une grosse décharge quand il branche ses câbles, tellement il m'énervait. Parce qu'il a vraiment aucune importance dans la saga. Et puis, c'est une tête de con, c'est un cliché monumental du petit intello qui sait faire que des branchements et qui sinon ne sait rien faire. Oui, quand tu le mets dans la nature, mon dieu, et puis, des arbres, du verre. Il était énervant avec son fameux Tyrannosaurus Rex. Hein. Je sais pas, au moment donné du Baryonyx. Putain, mais ouais, stop. T-Rex ne pouvait pas passer dans les conduits, quoi. Même Claire, elle disait, mais putain, mais. Oui, ta gueule. Et on n'était pas loin qu'il lui dise ta gueule. Hein, ouais. On n'était pas très loin. Pas loin. Et le personnage de Paléo Veto, donc qui s'appelle Zia. Alors je pense qu'on a à peu près le même point de vue, c'est que le personnage aurait pu être très cool. Franchement, ça aurait pu faire un petit peu comme Sarah justement pour The Lost World. Ouais. Mais il y a un truc qui aurait été bien meilleur à faire, du coup, c'est si elle avait déjà été à Jurassic World par exemple. Ouais, exactement. Et surtout, et je pense à cela parce que Sarah, elle représentait un peu le côté paléontologie dans la saga, dans l'épisode 2. Et si vous regardez bien, dans tous les épisodes de la saga Jurassic Park, vous avez un petit côté paléontologie. C'est-à-dire, le premier Jurassic Park, c'est la scène de fouille. Alan Grant, le docteur en paléontologie de renom. Puis même, ils insistent encore dessus à plein de reprises. C'est vraiment celui qu'il faut en fout le plus. L'épisode 2, le personnage de Sarah. L'épisode 3, on va avoir la scène. Même si Grant fait d'exposition. Même si Grant fait. Ouais, la scène d'exposition, et même si Grant fait de la merde en confondant les spinosauridés sur des mauvais critères. Bon, ça reste quand même, il y a quand même un tout petit peu ce côté-là, mais depuis Jurassic World, ce qui est sympa, c'est qu'il séparait la paléontologie de Jurassic Park, Alan Grant, et finalement, ce qui est dommage avec Jurassic World et Jurassic World 2, c'est qu'à part la génétique, on n'a vraiment rien. Et ça aurait pu être sympa que la paléovétérinaire soit en fait une paléontologue, ce qui aurait été bien plus intéressant, parce que du coup, ça nous aurait rajouté un petit aspect paléontologie dans le truc. Puis aussi, c'est con, mais le truc du, c'est le premier dinosaure que je vois. Le parc a été ouvert pendant 10 ans. Ouais. Donc là, déjà, tu fais de la merde. Donc, si elle avait déjà bossé à Jurassic World, on se serait évité ce genre de conneries. Mais on aurait très bien pu la montrer émerveillée de revoir encore des dinosaures. Après, elle s'est justifiée en disant qu'elle n'avait pas les moyens d'y aller. Elle aurait pu elle a justifié ça? Ouais. Mais elle aurait pu le dire qu'elle s'était fait embaucher par le parc. Elle le justifie ça? Ouais, elle le justifie juste dans la scène. Alors oui, une autre incohérence dans la saga Jurassic World ici, donc Jurassic World 2, c'est finalement l'odorat de Blue qui est hyper pété, donc elle repère des animaux à plus de 2 km à la ronde. C'est moins pire que le choc des dinosaures. Ouais, faut dire ça comme ça. Bref, alors, l'animal, donc Blue, qui repère les animaux, donc tout être vivant à plus de 2 km à la ronde, et c'est parfaitement l'identifier, elle ne repère pas les gardes dans les buissons quand Owen intervient pour sauver Blue, finalement, de l'éruption imminente. Pourquoi elle ne le repère pas? Enfin, je sais pas, elle est peut-être concentrée devant Blue, mais quand même, elle est censée repérer les gardes qui sont même pas à quelques mètres d'elle, et qui sont nombreux en plus. Hein. Je pense même que son ouïe aurait pu les capter. Oui, largement. Alors, je suis désolé, je veux bien que les gars puissent être discrets, mais ils sont combien? 20 à peu près, je dirais. Quand t'as 20 types qui avancent dans des fourrés, tu entends. C'est là qu'on peut voir déjà le début de l'anthropisation de Blue, qui a, on dirait les mêmes sens finalement qu'un être humain. Oui, c'est vraiment elle ça. repère les choses, elle voit les choses, elle sent les choses comme un être humain. Et ça, c'est déjà problématique. Alors pour le coup, j'ai aussi un petit truc à rajouter donc sur Blue. Bon,
vous le savez, les raptors de Jurassic Park ne sont absolument pas des vrais raptors. Il y a un truc quand même, au moins au niveau de l'aspect visuel qui est cool, c'est que si vous comparez la Blue de Jurassic World et la Blue de Jurassic World Fallen Kingdom, elle semble déjà un tout petit peu plus maigre. Donc au moins on a quand même implicitement l'aspect du la cocotte, elle a tout le temps vécu en captivité. La nature, c'est autre chose que la captivité, elle a un petit peu souffert. Donc ça pour le coup, c'était déjà bien. Tout à fait. Et puis autre chose, alors encore une fois une incohérence, hein, il y en a beaucoup dans ce film, les fameux sédatifs. Là je pense qu'on peut rigoler beaucoup. Parce que ces fameux sédatifs hein, qui nous sont spoilés par la paléo-vétérinaire qui doit avoir des problèmes avec la chimie, parce que visiblement ce qu'elle dit bah, c'est de la merde. Puisque finalement hein, elle dit clairement qu'une injection de ces sédatifs peut tuer un homme très rapidement. Hein, c'est un sédatif ça c'est un sédatif de base pour je sais pas limite un truc de la taille d'un cheval ou un truc bien costaud. Un truc qui tamponne bien. Donc quand elle dit ça on se dit ouais ok c'est logique ça existe ce genre de machin. Et puis là quand les sédatifs agissent sur Owen, puisque ce connard montre son vrai visage, ça se voyait un petit peu que c'était un gros connard, il injecte le sédatif sur Owen, qui aurait dû mourir, et Owen se réveille, je vous donne dans le mille, seulement quelques minutes après, 5 minutes à peu près. 5-10, ouais, un truc comme ça. Léché par un Sinocératops. Qui est moche, pardon. Et puis on verra après pourquoi c'est aussi ridicule, mais vous allez le voir dans tout le film, les sédatifs vont jouer un rôle, c'est-à-dire du n'importe quoi. On va les utiliser à plusieurs reprises, contre l'Indoraptor d'ailleurs aussi. Hein. Ces sédatifs vont être utilisés pour tous les animaux, pour plusieurs humains. Il y a une personne où ça va jouer. Ça va pas le tuer, mais ça va jouer, c'est à la limite tout. Tu vas pas se réveiller d'un coup. Bon. Oui, c'est ça, ouais, ça va être le seul que ça va faire. Sinon, tout le reste, inintéressant le sédatif. En fait, c'est des sédatifs pour humains. Ouais. Ouais, c'est ça. Même pas. Ils agissent seulement quelques minutes. Ouais, c'est nul. Et on est d'accord, oui, comme tu l'avais fait remarquer pendant qu'on regardait, c'est de l'homéopathie, clairement. Ouais, c'est de l'homéopathie, 99,9% d'eau, hein, c'est nul à chier. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Je fais une petite coupure rapide, donc on revient en direction de Manoir, parce que évidemment, le méchant qui s'occupe de gérer les affaires de Lockwood à sa place, parce que Papy commence à être un petit peu sénile, comme Alexis l'a dit, est un petit peu énervé parce que bon, les types ils ont un jour de retard, et du coup, t'as la gamine qui rentre, qu'est-ce qui se passe, et il se met à gueuler sur les gamines. Règle de base dans un film américain, quand il commence à gueuler sur les gamins, surtout si t'es dans un blockbuster, tu vas pas vivre très longtemps. Donc là c'est déjà cramé en fait, mec, que tu veux mourir. Et donc là survient enfin l'éruption volcanique tant attendue. Donc déjà on peut le dire clairement, l'éruption volcanique dès qu'elle a lieu on sait que ça va être la fin de la scène, puisque le volcan va tout défoncer très rapidement. Dans les trailers on savait que c'était un stratovolcan explosif, nous allons voir pourquoi, mais ça n'a aucun sens, puisqu'après la lave elle va être présente, très liquide, et donc à proximité finalement de Owen qui va se réveiller comme ça, léché par le Sinocératops, se lever avec des gestes un peu ridicules, toucher la lave. On dirait un cartoon, clairement. Ouais. D'ailleurs, habituez-vous-y, dans le film, beaucoup de trucs sont très cartoon. Ouais. Il touche la lave, il devrait brûler, hein. Sa main devrait se décomposer, hein. Mais non, il arrive à se lever et à se barrer. Donc les sédatifs, là déjà on voit qu'il est inutile. Et enfin, le Baryonyx se prend de la lave sur la gueule quand il sort finalement du conduit. Déjà pourquoi il passe par là, mais voilà, il se prend de la lave sur le crâne et il n'a qu'une petite réaction énervé, puis après il se réveille et puis aucun problème. Donc scène absolument ridicule, ils savent même pas ce que c'est que de la lave en fait. Voilà, le Baryonyx en mode aïe ça brûle. Ouais, normalement le crâne il devrait disparaître. Donc maintenant que nous avons parlé de la lave sur le Baryonyx, parlons maintenant du Baryonyx. Au secours. Alors le Baryonyx, hein, vous avez peut-être vu ma vidéo sur les Spinosauridés, mais le dinosaure en lui-même ne ressemblait pas du tout à ce que vous avez dans le Jurassic World Fallen Kingdom. Et je pense que vous le savez, si vous êtes fan d'un tantinet de paléontologie, l'animal présente des ostéodermes dans Jurassic World Fallen Kingdom. On n'a jamais eu de traces d'ostéodermes chez les Spinosauridés, hein, que ce soit le Spinosaurus, le Baryonyx, le Suchomimus ou encore bien évidemment l'Ichthyovenador. On n'a jamais eu d'empreinte d'ostéoderme ou d'ostéoderme fossilisé. Donc ça c'est du bullshit déjà total. Donc l'animal c'est un vrai dino-croco, hein, morphologiquement il a des caractères anatomiques de crocodiliforme et de dinosaure théropode, c'est un hybride en fait, hein, Ah oui, complètement là. Et le crâne n'est pas du tout comme il devrait être avec un Spinosauridé. Déjà les dents sont pas vraiment celles qu'on attendrait d'un Spinosauridé. Les mâchoires sont un peu trop larges et devraient être bien plus fines, exactement. Les dents sont celles de l'Indominus. Ouais, et l'ouverture de la mâchoire aussi, c'est ce que tu as expliqué direct. L'ouverture de la mâchoire, mais
c'est juste incroyable. L'animal en plus il a le comportement du Spinosaurus du Jurassic Park 3 qui était son point faible finalement, hein. Sinon il était bien le Spinosaurus de Jurassic Park 3, c'est son comportement qui était un peu incroyable. Il y avait à peu près tout qui était bon au niveau visuel, bon pas au niveau scénario, mais au niveau visuel à peu près tout était bon pour le coup. Donc là, dommage, hein, Baryonyx, il y aurait tellement eu de choses à faire, et même dans le site, il le présentait hyper bien. Enfin, le Suchomimus et le Baryonyx, franchement, ils étaient beaux sur le site. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de lui donner cette forme-là. Bon, à la limite, la couleur qui lui met un peu plus sombre pour que ça corrobore avec la scène et que ça lui donne un aspect terrifiant. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi lui donner des ostéodermes? Pourquoi lui donner un aspect dégueulasse? Je sais pas. Pour donner un ordre d'idée à certains, pour ceux qui jouent à Jurassic World Evolution, vous voyez le Baryonyx qu'il y a dans Jurassic World Evolution, bah, il est à des milliards de lieues scientifiquement plus crédible que celui du film. Très très loin, vraiment. Et quand bien même il a une cuirasse de croco sur le dos. Ah oui, comment il fait aussi pour passer donc ses mâchoires dans le tuyau pour ensuite atteindre les deux personnages, parce que d'un moment en fait le plafond il est censé les empêcher de passer. Il a des gènes de patafix, voilà, c'est ça. D'ailleurs au passage, hein, c'est ce qui devient de plus en plus énervant, tout est justifié par les gènes maintenant. Tout. Les gènes font tout, hein. La différence entre un loup et un bulldog, c'est les gènes. Alors que, encore pire que la paléontologie, je crois que c'est la génétique qui se fait le plus fister dans ces films. Mais ça aussi on va revenir. Bon, maintenant on va parler je pense, l'élément du scénario le plus important de Jurassic World Fallen Kingdom, sans qui il n'y aurait absolument pas d'histoire pour ce film. Il s'agit bien évidemment de l'éruption volcanique. Alors, le volcan d'Isla-Nublar, le fameux mont Sibo, qui est quand même un volcan bien imposant, donc de type plinien, ça veut dire qu'il ressemble un petit peu au Vésuve, c'est-à-dire un volcan de type explosif, totalement, un stratovolcan. Donc on voit dans les bandes annonces la fameuse coulée pyroclastique, la nuée ardente, qui est donc mortelle, hein. Donc cette fameuse nuée ardente, cette coulée pyroclastique de Jurassic World Fallen Kingdom, on la voit dans la bande-annonce, on les voit aussi dans le film, hein, de bons plans avec cette coulée pyroclastique. Mais comment vous dire? Déjà, on va revenir sur l'aspect non létal de la coulée pyroclastique, et puis ensuite on va revenir d'abord sur la lave. Ouais. Donc cette fameuse lave, les coulées de lave qu'on voit dans Jurassic World Fallen Kingdom sur le volcan, et d'ailleurs qu'on voit à la scène finale donc, du volcan, on le voit donc, sur toute l'île, avec les fameuses grandes coulées de lave qui s'étendent sur l'île. Alors, ces coulées de lave, c'est caractéristique d'un volcan de type effusif. C'est simple de savoir ça, c'est de la quatrième. C'est d'une simplicité mais remarquable. Quand vous avez des coulées de lave, une lave suffisamment liquide et pas très visqueuse, vous allez avoir un volcan effusif. Si le volcan donc, entre en éruption de façon explosive, comme son nom l'indique, il sera un volcan explosif, avec une nuée ardente, une coulée pyroclastique et un panache de cendres qui va être caractéristique de ce volcan, hein, qui peut atteindre des dizaines de milliers de mètres de hauteur. C'est un monstre, si vous voulez, hein, un monstre géologique. Et finalement, ces stratovolcans, c'était ce qui est censé être le volcan du mont Sibo, donc sur l'île d'Isla-Nublar. Et ce qui n'est pas le cas finalement, parce que le volcan est aussi effusif. Donc ici, nous avons un hybride géologique, le stratovolcan d'Isla-Nublar. Alors, pour vous définir un petit peu comment ça fonctionne, un volcan explosif, généralement, il aura un magma très très visqueux, composé de silice, une grande quantité de silice. Alors en général, quand le magma donc, se dirige vers la surface, il va finalement donc, se refroidir assez rapidement, et la silice qui est très présente dans ce magma va se cristalliser. Donc le magma va devenir non newtonien, et finalement à ce moment-là, le magma sera très très visqueux, et cela va engendrer l'explosion volcanique. L'explosion caractéristique du volcan de type explosif. Et finalement, autre chose importante chez un volcan explosif, la géologie finalement du volcan, le cône volcanique va être composé d'andésite, une roche caractéristique finalement des volcans explosifs, d'un magma très visqueux. Alors que chez les volcans effusifs, la lave est émise, donc est totalement dégazée, et finalement le magma d'origine, lui, est quasiment pas visqueux, hein. Ça c'est très important, il est très liquide, et finalement elle se déverse assez rapidement sur les pentes du volcan, et une fois refroidie, elle forme du basalte, constituant finalement le cône volcanique. Voilà, comme ce que l'on retrouve aujourd'hui à Hawaï par exemple. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus.
J'en profite juste pour faire un petit aparté du coup avant qu'on continue, vu qu'Alexis a à peu près fini son explication sur le volcan. C'est que beaucoup de gens, du coup, quand ils ont vu le trailer, ont ironisé en disant John Hammond, il s'est complètement fait enfumer par ceux qui ont fait le devis de l'île, qui lui ont dit de construire là, il y a des ouragans, il y a des volcans. Vous êtes cons? Premièrement, je suis d'accord, je veux bien l'admettre, que les ouragans, c'est pas top et que bon, il y avait peut-être un peu mieux pour construire. Et en même temps, bon, les dinosaures qui sont dans Jurassic Park n'ont pas vécu en plein milieu de la glace. Donc au bout d'un moment, il fallait choisir. Et des îles comme ça, bah je suis désolé, mais tout ce qui est genre Bahamas, c'est pris par les riches. Et encore une fois, en ce qui concerne le volcan, j'ai envie de vous dire que vous êtes cons. La majorité des îles qui sont en plein milieu d'un océan, vous croyez quoi? Elles ont été déposées par Dieu? Non. Pour la plupart de ces îles-là sont des îles qui ont une origine volcanique. Vous avez de la lave qui remonte, ça va former un socle de basalte, petit à petit ça va grimper, et ça va finir par émerger, et on va finir par se retrouver avec des îles qui peuvent des fois devenir gigantesques comme celle d'Hawaï. Et le truc c'est que ce genre de machin, bah une éruption, tu peux pas la prédire des décennies à l'avance. Désolé, tu commences à avoir des signes avant-coureurs, genre on va dire 3-4 ans avant. Donc peut-être qu'à l'époque du premier Jurassic World, dans le lore de la saga Jurassic, peut-être qu'effectivement ils commençaient à avoir quelques soupçons. Mais ils pouvaient pas savoir que le volcan allait péter quand ils ont construit Jurassic Park 30 ans en avance. Ils pouvaient pas savoir que le volcan allait péter quand ils ont construit Jurassic World 10 ans avant les événements du film éponyme. D'autant plus que la dernière éruption en date du mont Sibo, elle remonte à peu près au 15e siècle. 15e siècle. Les gars, la végétation a largement eu le temps de repousser. Il n'y avait rien d'inquiétant vraiment quand ils ont construit les parcs. Donc autant les ouragans, je suis d'accord que bon, ils ont un petit peu fait les cons. Mais pour ce qui est, pour ce qui est du volcanisme, non. Vous pouvez faire des blagues, mais c'est pas ce genre de truc. Vous n'en faites pas un argument sérieux. Ça n'a pas de sens. Et puis un petit truc aussi, parce qu'on parle d'un film, donc vite fait au niveau du point de vue artistique, le fait d'avoir mis un volcan qui explose, bon, même si c'est bullshit du coup avec le fait que effusif et explosif, on en a fait un hybride, encore un putain. Et bah là, on a quand même un truc qui est au niveau cinémato plutôt pas mal, parce que est-ce que j'ai besoin de vous rappeler, avant que l'astéroïde arrive, comment on pensait que les dinosaures s'étaient éteints? Volcan, tremblement de terre et tout ça. Donc là, on a une imagerie qui est très fortement corrélée à la vraie extinction des dinosaures. Bon, pas toute l'extinction des dinosaures, nous sommes d'accord. Oui, et effectivement, Alexis me fait le remarquer, parce qu'il n'est pas dans le cadre, c'est que ça fait aussi beaucoup penser au volcanisme des Traps qu'on a pu avoir en Inde, du coup, à la fin du Crétacé. Enfin, je pense qu'on peut parler maintenant, finalement, de l'ampleur de cette éruption volcanique sur les écosystèmes d'Isla Nublar. Oui, il est censé, donc ce volcan est censé détruire l'intégralité des écosystèmes insulaires. Le problème d'une telle éruption volcanique, c'est qu'en général, ça ne détruit pas tous les écosystèmes d'une île. Sinon, comment la faune et la flore peut se reconstituer finalement? Je ne vois pas du tout comment elle pourrait se reconstituer s'il ne reste plus rien après l'éruption volcanique. Donc il y a une petite incohérence à ce sujet-là. Surtout que finalement, un autre volcan célèbre, lui par contre bien réel, le volcan qui est entré en éruption en 1902 sur l'île de la Martinique, la montagne Pelée, et qui se situait elle aussi au nord de l'île, et bien quand elle est entrée en éruption de type explosive, donc éruption particulièrement puissante, et bien elle n'a détruit que le nord de l'île. Elle n'a dévasté que toute la partie nord de l'île. Et encore, hein, là je suis un petit peu trop... là j'exagère un petit peu l'éruption volcanique. Parce que la montagne Pelée, quand elle entre en éruption, une grande partie de la coulée pyroclastique se déversait dans une unique vallée. Et elle a détruit finalement la préfecture locale Saint-Pierre. Finalement, ce qu'on voit sur l'Isla Nublar, c'est exactement la même chose. Le volcan, le mont Sibo, entre en éruption et la nuée ardente se déverse dans une seule et unique vallée. Vous n'allez pas me faire croire que sur toute l'île, tous les dinosaures sont situés sur une seule et même vallée. De plus, contre-argument à ceux qui penseraient ça, c'est que finalement, au début du film, on a un plan de l'île et on voit tous les dinosaures répartis sur toute l'île. Donc à mon humble avis, tous les dinosaures de l'extrême sud de l'île, ils sont bel et bien vivants à la fin de Jurassic World Fallen Kingdom. En conclusion, il n'y a pas eu d'extinction des dinosaures. Voilà. Et puis maintenant parlons finalement de cette fameuse coulée pyroclastique, hein, incohérence du film, surtout au niveau du personnage de Wayne. Personnage de Wayne qui d'ailleurs, soit dit en passant, court aussi vite qu'un Allosaurus. Vous allez me dire, mais what the fuck? Mais en fait c'est vrai, on voit finalement la gyrosphère se déplacer très très vite, hein, la gyrosphère qui est censée pouvoir distancer la plupart des gros théropodes. Elle va combien là, à peu près, je dirais 45 à l'heure, 50. Voilà.
Et finalement, Owen, on le voit, il court derrière, mais il court pratiquement aussi vite que la gyrosphère. D'ailleurs, ça se voit, il est quasiment Oui. pas distancé. Hein. Ouais. Et finalement, bah, Owen court à côté d'un Stygimologue, vous allez voir après, hein, finalement, cette relation qui va tenir très très longtemps dans le film. Et finalement, on voit un allosaure qui court aussi vite que la gyrosphère se prendre Mais une moins. scorie. Même moins vite. Ouais, Moins même vite. moins vite. Il galère à rattraper la gyrosphère. Il galère à rattraper donc, la gyrosphère. donc Owen court à peu près à la même vitesse qu'un allosaure, à peu de choses près, donc ça veut dire à environ 40 km/h. Donc il est en train de niquer Usain Bolt, il dit ouais, pas mal. Ouais. Et il se fait toucher aussi par la nuit ardente. Alors Oui. là, bien évidemment, on aurait dû dire RIP Wayne Grady, tu étais le personnage de Jurassic World dans Emblem. Non, la testostérone, s'il te plaît. Finalement, et finalement, il est vivant, parfaitement vivant, sans une seule égratignure, aucune brûlure. Cet homme est incroyable, je peux l'appeler le Sangoku on est pas loin. de Jurassic World. Finalement, ce personnage a survécu à une nuit ardente, a couru presque aussi vite qu'une nuit ardente, et finalement, il a réussi à percer une gyrosphère. On va maintenant passer à Moss. Ouais, et j'aurais encore quelques trucs à rajouter vite fait avant que du coup, la gyro soit éjectée de l'île. C'est quelque chose qu'on avait noté, mais un apatosaure, ça peut peut-être aller vite, mais pas courir comme un cabri. Effectivement, C'est pareil pour les c'est ankylosaures. pareil pour les ankylosaures. Alors qu'un triceratops ça puisse aller un peu vite, je veux bien, mais pas trop non plus quand même, parce qu'un triceratops c'est pas une gazelle, ça doit peser au moins entre 7 et 8 tonnes quand même. Donc, polo, même si un éléphant peut aller vite, je crois que de mémoire que les articulations du tricé sont pas faites pour ça nécessairement. Mais qu'un ankylo ou qu'un apatosaure ait à une vitesse pareille, parce que vous reverrez, c'est dans la bande-annonce, là vous pouvez le voir sans problème, mais là c'est vraiment, vous voyez un chien comment il court, on n'est pas loin. Hein. Les ankylosaures courent presque aussi vite que les Gallimimus dans le film. Oui, c'est vrai. C'est juste absolument incroyable. Ouais, les ankylosaures bondissent. C'est... Enfin, je sais pas, mais là, l'animal, il doit peser il doit avoir une masse absolument extraordinaire avec tous ces ostéodermes. Bah, Et ça m'a su. Ankylosaure, on est quoi, 6 tonnes, je crois, les estimations. Ouais, un truc comme ça. Plutôt 7 tonnes. 7, hein, je crois. Donc l'animal est quand même vachement massif, donc absolument incohérent. Hein, de toute façon, de base, j'ai envie de dire que du moment que on continue à s'étendre sur cette scène, mais du moment qu'on continue, du moment qu'on part sur la scène de la vallée, ça devient incroyable parce qu'on a eu du coup le problème des apatosaures, le problème des ankylosaures, l'allosaure du coup. Est-ce qu'on passe au Carno? Alors, on va parler du Carnotaurus. Alors, personnellement, le Carnotaurus, je l'ai trouvé pas mal du tout. Parce que morphologiquement, il correspond plutôt bien à l'animal qui a vraiment vécu. Au niveau taille aussi, il n'est pas surestimé. Non. Ce qui est vraiment bien, parce que si vous voulez une bonne ordre de taille, le Ceratosaure est censé être plus petit que le Carnotaurus. Et vous le voyez clairement, dans Jurassic Park 3, il est aussi grand que le Tyrannosaurus Rex, à peu près. Ouais. Donc, le Carnotaurus est plutôt réaliste. Et je l'apprécie pour cela. L'animal est aussi sympa au niveau de sa morphologie en général. Ils n'ont pas oublié les ostéodermes, ils en ont même mis un peu trop. Un tout petit peu trop, ouais. Mais on va pas les blâmer parce que dans l'ensemble, c'est un des mieux réussis. Ce qui est problématique avec le Carnotaurus, c'est pas du tout le fait qu'il soit. Enfin, c'est pas du tout sa reconstitution, c'est surtout son comportement. Hein. Alors, je veux bien qu'on mette au Carnotaurus un comportement opportuniste, c'est plutôt original et sympathique pour l'animal, hein. Ça lui donne un caractère un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les autres prédateurs. Mais le Carnotaurus est un peu incohérent dans le sens où les humains, il va entrer en contact avec les humains, il aurait pu becter Owen comme un rien, mais il n'y touchera pas. Il aurait pu dévorer aussi les individus qui étaient dans la gyrosphère, parce que la gyrosphère était totalement ouverte, il pouvait passer le crâne, il avait largement la place. Hein. Donc il a même pas essayé de capturer le jeune con, ça nous aurait fait un mec en moins un peu ridicule. Voilà, donc il a même pas fait ça, et finalement qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste utilisé la gyrosphère comme camouflage pour s'attaquer ensuite à un Sinocératops qui passait par là. Beaucoup trop gros pour lui. Beaucoup trop gros pour lui. Alors Sinocératops qui le défonce d'ailleurs. Hein. Même pour un T-Rex, je pense que le Sino serait un petit peu trop gros en temps normal. Et surtout, alors je veux bien que le Carnotaurus soit opportuniste, mais derrière lui il y a une nuit ardente derrière lui. À un moment donné, le Carnotaurus pense à sauver sa vie. D'abord, hein, c'est bien là le problème des films Jurassic Park, c'est que le prédateur, il va vouloir tuer absolument tout ce qui passe à sa portée. C'est un animal, il reste que l'animal ne va pas chasser tout ce qu'il voit. Oui. Hein, c'est pas un être humain. C'est pas nous qui chassons sans s'arrêter. Et j'ai envie de dire que d'ailleurs, c'est un point, combien même Jurassic World peut avoir beaucoup de défauts, c'est un point dans lequel Jurassic World avait été évité de tomber de temps en temps. Le prédateur qui bouffe tout le temps, même si bon, les raptors c'était n'importe quoi, mais ils évitaient de faire en sorte que les prédateurs bouffent les gens tout le temps. Ouais, parfois, donc effectivement, parfois on voit un peu encore la fausse orbitaire, mais c'est pas très grave. Sinon, l'animal est plutôt bien reconstitué. À ce niveau-là, vous pouvez prendre la reconstitution pour vos vidéos. S'ensuit donc le Carno qui se fait bolosser, Rexy qui gueule et stop. Je vais sortir quelque chose que vous avez peut-être déjà vu chez le Fossoyeur de film, le format.
Ça peut sembler un détail, mais dans un film, tout est important. Et le format que vous appelez dans le langage courant ratio est une composante essentielle de l'aspect visuel, puisque c'est lui qui détermine le champ de vision du spectateur. Et pour Fallen Kingdom, on est sur du 2,39. Comprenez par là que la longueur du format est 2,39 fois plus grande que sa hauteur. En général, c'est un format qui passe plutôt bien pour le film de super-héros par exemple, puisqu'il permet de montrer des scènes de bataille relativement vastes grâce à l'étendue des formats. Mais même là, je pourrais vous citer le contre-exemple Avengers, qui, si vous ne le savez pas, a été passé dans un format proche du 16/9 d'une vidéo YouTube, et ce pour avoir un plan suffisamment haut pour que Hulk soit visible avec les autres dans le plan iconique du film. Et si l'on en revient aux dinosaures, et bah regardez bien, mais Jurassic Park étant 1,85, ce qui permet par exemple d'avoir cette scène avec le brachiosaure, qui du coup se foire dans Fallen Kingdom vu qu'on est maintenant sur du cinémascope, 2,39 classique. Le problème était déjà commencé à arriver à partir de Jurassic World où on était sur un format 2. Donc maintenant qu'on a parlé finalement du Carnotaurus, et maintenant qu'on a parlé finalement de tout ce qui avait un petit peu de dinosaurien sur la scène, parlons maintenant finalement de la gyrosphère. Déjà, pourquoi ils l'ont remarqué aussi tardivement alors qu'ils étaient juste devant la gyrosphère? Ils auraient pu ouvrir, Tu sais, la myopie, hein, ça peut faire du mal. Hein. Ouais, mais je pense qu'ils ont une sacrée myopie. Ouais. Ensuite, autre problème, la gyrosphère, elle prend cher avec la nuit ardente. Ouais. Ça, c'est bien. Par contre, ça rentre en incohérence Avec Owen. Parce qu'il y a certaines personnes, et j'ai regardé, j'ai eu des commentaires sur ma critique à chaud qui disaient ouais, mais ça se trouve, c'était pas vraiment la nuit ardente, c'était plutôt la fumée qui annonçait la nuit ardente finalement qui allait arriver après. T'en as vraiment idée comme ça? Oui, j'ai eu des trucs comme ça. Ça aurait pu marcher, hein, même si c'est un petit peu une idée un petit peu ridicule, mais bon, imaginons, ok, la nuit ardente arrive après, c'est juste les résultats de l'onde de choc. Même si ça devrait se produire beaucoup plus vite, l'onde de choc, elle s'est déjà produite normalement depuis un petit moment. Mais bon, imaginons, effectivement, c'est juste de la fumée. Ce qui arrive avec la gyrosphère vient contredire totalement ce qui s'est passé. La gyrosphère, elle s'en prend plein la gueule quand la nuit ardente la touche, alors qu'elle ne reste pas longtemps dans la nuit ardente, parce qu'après elle s'effondre dans la falaise et elle tombe dans l'eau. Voilà. Donc on arrive maintenant à la scène un petit peu aqueuse. Alors, cette scène dans l'océan, alors déjà, l'acteur de Owen a dit que c'était vraiment très difficile les conditions de tournage dans cet environnement. Chris Pratt, Chris Pratt avait dit que c'était très très difficile cette scène-là. Ils l'ont vraiment tourné dans la flotte? Ouais, ils l'ont vraiment tourné dans la flotte. C'était pas du fond vert pour le coup. Du coup, donc scène tournée dans la flotte, donc ça donne un aspect plutôt réaliste du coup. Mais alors. Et stylé aussi quand même. Ouais. C'est encore une fois, au niveau cinémato, c'est cool. Les tirs de flingue sur la gyrosphère, ça par contre c'est à bannir. Parce que bah, ouais. dans le film, alors je pense que Jurassic Park en fait se moque de sa gyrosphère. Parce que dans le premier Jurassic World, on avait une sorte de. On avait une sorte de tableau. Oui, c'était sur un tablette. Si vous vous souvenez peut-être, c'était sur un écran. Du coup, il y avait Jimmy Fallon qui faisait tout un petit sketch sur la gyrosphère et tout ça. Et qui arrêtait pas d'ironiser que on a fait des trucs trop bien. Ah non, merde, ça marche pas. On a fait un truc trop bien, ça marche pas. Ouais. Il arrêtait pas de faire ça. Et du coup, il y avait entre autres pour la gyrosphère qui était censée être à l'épreuve des balles. Donc là, maintenant, elle n'est plus à l'épreuve des balles. Ah ouais, surtout que c'est dans l'eau, normalement, l'eau aurait dû amortir le tir. Ah bah oui, surtout, tirer dans de la flotte, alors déjà, la vitesse va être un petit peu diminuée. Puis même, j'ai envie de dire la poudre. La poudre sous la flotte, ça mouille. C'est con de le rappeler, mais je crois que les types du scénario le savaient pas. Ouais. Et pareil, donc Owen en mode gros badass, on va prendre le petit couteau de survie. Allez, le couteau avec une gyrosphère. Hein, ouais. Avec la pression aussi, problème avec les pressions. Hein, donc là, oui, clairement, on est au moins à 30 mètres de profondeur. Au moins. Donc déjà, Owen arrive à remonter pour leur prendre sa respiration. Très fort. Il nage vraiment très vite, Owen. Il court et il nage aussi vite. Hein. Et il revient très rapidement sauver les deux individus. Voilà. Il a aussi une sacrée apnée. Cet homme est vraiment un hybride. Cet homme est un hybride. Et puis il remonte à la surface certainement très rapidement. Donc décompression. Oui, complètement. Normalement, ils auraient tous décédé. Mais bon. Reprenons le film finalement, là où on en s'était arrêté. Les dinosaures sont évacués finalement par les hélicos et donc les gardes, là, les mercenaires qui récupèrent tous les dinosaures qu'ils peuvent récupérer. Et entre autres, on a le Tyrannosaurus Rex. Autre incohérence, comment ils les ont capturés. Le T-Rex Rexy, le fameux T-Rex de la saga, est capturé par les mercenaires finalement, alors qu'elle était toujours en vie, on l'a vu tout à l'heure, elle était encore bien forte, bien puissante, elle avait mis à terre un Carnotaurus sans grande difficulté, et finalement elle se fait capturer par les gars alors qu'elle n'est même pas endormie. Oui, c'est surtout ça. Elle n'est pas endormie, elle crie toujours. Alors, ils ont dû mettre un piège un peu particulier pour la capturer, je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont capturée en tout cas.
Et le Baryonyx, je sais pas comment ils l'ont Ah, capturé c'est aussi. le pire, c'est pire que le T-Rex. Ouais. Parce que lui, alors même s'il ne s'agit pas du même individu que celui qui était dans la fosse là avec. Il y a de faibles chances. Ouais, ouais, quand c'est même. faible chance, parce que si c'est lui, alors ça voudrait dire qu'ils avaient réussi à l'extirper avant que la lave le tue. Ça m'étonnerait, lui, je pense qu'il est mort. Mais bon, le problème reste le même. Le Baryonyx capturé est hyper agressif, il est toujours éveillé. Comment ils ont fait pour l'attacher et le mettre sur un harnais pour ensuite l'amener sur le bateau? Comment ils ont fait? Là, je n'en ai aucune idée. C'est le Et scénario franchement, qui est venu l'attacher. ouais, c'est une incohérence absolue, quoi. Là, c'est pour donner un caractère plus impressionnant Ouais, que c'est le ça. Gallimimus, quoi. Le Gallimimus, l'animal qui est 2 fois plus grand qu'un être humain. Je veux juste on va vous rappeler vite fait les mensurations d'un Gallimimus. Je fais à peu près 1m80. Gallimimus, on est d'accord, c'est 2 mètres de haut. Mm. Donc faisons le plan à peu près une hauteur, je dirais comme ça. 6 mètres de long. Un truc comme ça, déjà rien qu'un gorille, je vais essayer de tenir un gorille à 2 êtres humains. Non. Un truc de 6 mètres, limite une autruche de 6 mètres de long. Là le Gallimimus, il mesure 3 mètres. 3 mètres et Ouais, oui, il bah est en plus. beaucoup plus haut, hein. Oui, c'est vrai, ils sont un peu plus redressés, mais on va dire donc 3 mètres et demi de haut, 7 mètres de long, un truc comme ça. Comment vous voulez tenir un truc comme ça à 2? Non. Et puis, regardez par exemple les oiseaux modernes, les casuars par exemple. Si jamais vous essayez de le capturer, vous allez voir s'il va vous faire. Il va essayer de vous lacérer avec ses membres postérieurs. Et je pense que c'était très certainement ce que devait faire le Gallimimus. Bref, ça commence à être la mer de Sévère. Et les Tragus qui sont arrivés là du coup après avoir survécu donc miraculeusement à leurs 30 mètres de profondeur sous la flotte, se disent que bah tiens, être vivant ça peut être cool, non? Et on va donc aller récupérer un camion qui comme par hasard traînait là en plein milieu. Scénario, il faudrait que tu arrêtes d'être gentil avec les personnages. Et ils décident qu'en roulant suffisamment vite, bah, ça devrait passer, on devrait pouvoir sauter dans le camion. Alors j'ai fait un bac SSVT, pas un bac sciences de l'ingénieur, ça se saurait, je ferai pas des vidéos de pales sinon. Ce n'est pas possible. Même avec un petit promontoire pour lui donner un peu d'élan, non. Il faudrait que le camion aille ultra vite. Je vais pas faire les calculs parce que ça me fait chier ce genre de truc, mais non. Tu ne peux pas faire sauter un camion comme ça. Je vais finir par croire qu'on est dans un comics hein, si ça continue. Donc grâce au scénario, E.T. ou alors même les deux à la limite, on est dans un film qui apparente à Spielberg. Hein. Les gars dans leur camion finissent enfin par se retrouver dans le bateau. Et on en arrive à bien la seule scène du film qui a réussi à me faire ressentir quelque chose, celle-là. Je ne peux pas me blairer ce film, je pense que vous le savez, je suis bien obligé de reconnaître que pour cette scène, il y a énormément d'intention de réal et de symbolique derrière. Si on passe sur le fait que le Brachio reste bien sagement sur le quai à attendre que la nuée ardente vienne le bouffer sans essayer de se sauver un minimum, repensez bien à un truc, c'est que le Brachiosaure a une place spéciale dans la saga des Jurassic Park, étant donné que c'est le premier dinosaure que l'on voit lors du premier Jurassic Park. Il représente toute la magie que peut représenter les dinosaures et Isla Nublar, ainsi que la vision enfantine du truc. La symbolique est donc très forte de faire en sorte que ce soit le dernier dinosaure que l'on voit dans l'île, d'autant plus qu'en se faisant happer par la nuée ardente, et bah, il reprend exactement la même posture que quand il doit se péter d'ailleurs une ou deux vertèbres dans le premier Jurassic Park. On a deux imageries symboliques très fortes qui indiquent clairement que Isla Nublar en tant que domaine des dinosaures, et on est sur la fin, et d'autant plus ces deux scènes sont complètement dans le titre du film. Fallen Kingdom, Isla Nublar, on est sur un royaume déchu maintenant. D'autant plus que pour toute personne qui a apprécié un minimum le premier Jurassic Park, le Brachiosaure a une place un petit peu spéciale dans votre cœur. Donc l'effet un peu pupute sur le pathos du spectateur était légèrement à prévoir. Et voilà, c'est donc les 50 premières minutes du film, et honnêtement ça commençait pas trop mal, franchement. Si ça avait continué comme ça, je n'aurais pas gueulé parce qu'on était à peu près dans les conneries classiques, que ce soit scientifiques ou filmiques, habituelles de la saga. C'est maintenant qu'on va commencer à rentrer dans la partie fun. Bon, pour commencer finalement la deuxième grande partie du film, on quitte l'île Isla Nublar en pleine destruction finalement. Eh bien non, elle n'est pas en pleine destruction, puisque finalement à travers l'avion on peut voir finalement que le volcan n'est détruit que le nord de l'île. Oui. C'est bien ce que j'avais dit précédemment. Hein, la nuit ardente a déferlé sur la côte, la vallée a été totalement anéantie, ça je suis bien d'accord, c'est logique. Mais les coulées de lave se répandent sur le côté nord du volcan, donc là totalement incroyable, hein. Le volcan il est diffusé d'un côté, explosif de l'autre, et finalement tout le reste de l'île, elle va très très bien, parce que en fait il y a des même. Ah oui, voilà, il y a même des montagnes en fait qui viennent bloquer les coulées de lave. Donc finalement il n'y aura aucun antécédent
finalement sur le reste de l'île. Donc cette éruption volcanique n'est absolument pas destructrice. Il y a juste une petite partie qui sera plus habitable, Voilà. mais les dinosaures sont pas suffisamment cons pour aller se cramer les pattes. Et encore plus habitable pendant un temps, puisque Oui, je vous ça. rappelle que les cendres, c'est particulièrement fertile. Alors maintenant, on passe finalement à la scène finalement du dialogue entre le premier méchant, le Lockwood, le jeune Ouais. Lockwood, et finalement le vendeur qui va s'occuper des enchères, qui a une bonne tête de méchant. Oui, lui s'est cramé tout de suite. C'est cramé tout de suite. Un gros capitaliste finalement, qui veut vendre absolument tout ce qu'il voit, et qui ne pense finalement qu'à l'argent. Donc là évidemment critique pas très subtile du capitalisme. Non. Hein, finalement. Clairement, si vous regardez, Gennaro était bien plus subtil au niveau de la critique. C'est lui, certes, il était tout le temps l'argent, 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 mais c'était pas le truc omniprésent. Là c'est omniprésent. Ouais. D'autant plus qu'on en reparlera plus tard, mais qu'il préfère l'argent à sa propre vie de temps en temps. Ouais, des fois oui. Donc c'était juste une toute petite ellipse qui permettait de montrer à quel point les méchants sont des méchants de cartoon. Donc on revient vite fait sur le bateau où on se retrouve donc avec une Dia, la Paléoveto je rappelle, qui galère à maintenir Blue en vie. Et surprise, les Super Friends arrivent pile pour l'aider à ce moment-là. C'est bien fait le scénario. Donc on apprend que Claire a fait la Croix-Rouge. Merci Claire, tu es inutile. Cependant, comme par hasard, surprise, ça ne suffit pas. Il faut du sang à Blue parce qu'elle est en train d'en perdre en permanence. Et mesdames et messieurs, voici une paléovétérinaire en action. Tous les animaux doivent être anesthésiés. Trouve n'importe quel tétanour. Pour le groupe sanguin, ça sera assez proche. Trouvez un carnivore avec 2 ou 3 doigts, pas plus que 3. Ce que tu dis n'a aucun sens. J'hésite très fortement entre les insultes ou les insultes. Bon, on va déjà commencer par du positif. C'est bien que tu aies mentionné Tétano, c'est très bien même. Pour une fois que en plus c'est bien parce que normalement les Jurassiques sont toujours l'occasion de découvrir d'autres trucs sur les dinosaures. Donc tu commences à introduire des trucs comme ça, c'est cool, franchement, c'est bien. Et en plus ça rentre dans ton rôle de paléovéto. Mais si on était resté sur ton critère de doigt, Rexy était absolument pas le bon choix. Au contraire, tu avais 4 autres candidats qui étaient limite mieux. Pour vous expliquer un peu mieux et en reprenant les théropodes du film, leur relation de parenté donne quelque chose de ce style. Le Carno n'est pas un tétanoure entre autres sur le nombre de doigts, sauf que si on en était resté à ce critère, l'allosaure ou le bario étaient des candidats potentiels bien plus logiques vu qu'ils ont 3 doigts comme Blue et non pas 2. Donc rien que sur la logique de Zia, le Rex est un choix merdique. Et si vous connaissez un minimum la phylogénie des théropodes, vous commencez déjà à venir me péter les couilles, donc laissez-moi finir le raisonnement jusqu'au bout. Il est vrai que si après au sein des tétanours tu fais les réarrangements nécessaires pour avoir une phylogénie correcte à partir des animaux du film, le Rex et le Raptor sont censés être les espèces les plus proches, mais là encore c'est très relatif parce que la figure que vous avez sous les yeux ne prend pas en compte le temps de divergence des taxons. Sauf que si vous vous y intéressez de plus près, on n'a pas de Raptor du Jurassique, mais les Raptors sont de très proches parents des oiseaux, et des oiseaux comme Archaeopteryx ne sont pas tout jeunes. Et du côté T-Rex, des genres comme Guanlong, qui est un Proceratosauridé, sont à aller chercher dans les coups des moins 160 millions d'années pendant l'Oxfordien. Donc au final, on se retrouve avec les branches respectives de Rexy et de Blue qui ont divergé près de 100 millions d'années avant la fin des dinosaures nonaviens. Juste pour vous faire une analogie avec les mammifères, c'est comme si on transférait à un humain du sang d'éléphant. Donc une grosse idée de merde. Parce que c'est un autre truc que ceux qui ont fait médecine sont au moins obligés de savoir, et même pour les autres c'est grave si vous le savez pas, les groupes sanguins ça existe. Et c'est pas du tout spécifique à Homo sapiens, les chiens ont 8 groupes sanguins par exemple. Et pour ceux qui ne saisissent toujours pas, une non-compatibilité des groupes sanguins lors d'une transfusion peut être fatale à l'individu receveur. On va pas s'étendre plus que ça sur le problème de compatibilité des groupes sanguins, mais pour vous donner l'exemple de l'être humain, ces groupes sont déterminés à partir des anticorps présents sur les globules rouges. Donc pour que ce soit compatible, soit il faut que ce soit les mêmes anticorps, soit il faut qu'il n'y en ait pas, d'où les pénuries de sang de groupe O qui est le moins répandu en France, mais pourtant qui est considéré comme donneur universel. Dans la même catégorie, et on le sait depuis longtemps vu que ça remonte aux premières expériences de transfusion, faire une transfusion entre deux espèces c'est rarement une bonne idée, et quand on sait que Rexy est un hybride entre un T-Rex et une grenouille, et Blue entre un Raptor et un Varan de Komodo d'après le lore de Jurassic World, le résultat risque d'être particulièrement jojo. Donc vous comprenez peut-être un petit peu mieux mon pétage de câble étant donné que Zia, qui est censé avoir des qualifications de vétérinaire, un minimum, vient sciemment de condamner Blue à mort. Vétérinaire! Vous inquiétez pas, je vais bientôt rendre la parole à Alexis, je termine juste en passant que les dinos sont rapatriés dans le manoir, dans des toutes petites cages. Pas sûr qu'en vrai ça soit vraiment efficace devant un putain de T-Rex, mais bref. Papy Lockwood se rend compte qu'il aurait dû écouter sa petite fille quand elle lui disait que le méchant était méchant, il l'engueule et... Prends mon téléphone. Je veux que tu appelles la police.
Ce sera beaucoup plus simple si tu leur expliques toi-même. Pourquoi c'est pas comme ça que ça marche? Qu'est-ce que vous faites avec ce coussin? C'est quoi ce simagrée? Désolé, mais là on atteint des niveaux de stupidité juste incroyables. D'où un type va se dénoncer lui-même alors qu'il peut buter un vioc en faisant croire un arrêt cardiaque sans problème. Sérieusement! N'oublions pas bien sûr que la gamine passe en mode Metal Gear en récupérant sa clé pour ouvrir la porte et what the fuck, c'est quoi cette pupille? Pardon. Donc elle décide de passer par les toits. J'avoue qu'elle a des couilles. Pour tomber sur son grand-père mort, c'est cool ça, dites-moi, et le méchant se ramène à ce moment-là. Mais la gamine a la bonne idée que vu l'ancienneté de la maison, doit y avoir plein de passages secrets. Donc autant s'y planquer. Bah voilà, elle est pas complètement débile, très bien pensé, gamine. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Bon, ok, je me calme. Bon, maintenant, je vais me poser une question. On est donc dans la scène où Owen et Claire se sont fait prendre, finalement, et où ils sont emprisonnés. Et donc là, je me pose une question. Pourquoi le capitaliste, Espèce de sale communiste. pourquoi ce fameux capitaliste, le jeune Lockwood, a-t-il décidé de les laisser en vie? Alors qu'il a dit, juste avant, eh bien, on va faire comme s'ils étaient morts sur l'île lors de l'explosion volcanique. Et puis, bien évidemment, par la suite, scène très intéressante et que je trouve particulièrement poignante, finalement, c'est le moment où Claire regarde finalement la scène où il y a un Triceratops et un Triceratops juvénile. Je trouvais juste cette scène magnifique. Maîtriser, c'est le bien. Exactement, bref, le Triceratops, le dinosaure, vraiment un des dinosaures emblématiques de Jurassic Park. Bien évidemment, même si le Triceratops de Jurassic World est une grosse merde, hein, clairement, hein, il est dégueulasse, morphologiquement il n'a rien à voir avec les reconstitutions modernes du Triceratops. Et même pas avec celle de Jurassic Park. Ouais, tout à fait. Même pas celui de Jurassic Park. Hein. Celui de Jurassic Park était au grand plus réaliste que celui que nous avons dans Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. C'est vous dire. De plus, clairement, ce qui est assez intéressant par contre dans ce film, c'est par contre que le juvénile, eh bien, il est différent de l'adulte. Donc il y a une forme d'ontogénie, hein, une forme de variation ontogénique entre le spécimen adulte et le spécimen juvénile. Et ça, c'est bien. Autre chose importante, les généticiens, les chercheurs, les biologistes et autres scientifiques qui travaillent donc finalement à Jurassic World sont aussi compétents que ceux de Jurassic Park. C'est-à-dire que même s'ils nous assuraient au début de Jurassic World que les dinosaures ne pouvaient pas se reproduire, eh bien si, ils peuvent se reproduire. En tout cas, le Triceratops nous l'indique clairement. Puisqu'en effet, vous le savez, les dinosaures grandissent très vite dans l'univers Jurassic Park. Ils ont été conçus un peu pour ça aussi d'ailleurs. Ils grandissent très vite. En témoigne d'ailleurs l'Indoraptor ou l'Indominus Rex, hein, qui sont conçus très rapidement et qui grandissent très vite. Mais le bébé Triceratops, avec sa mère, le bébé il n'a pas 3 ans. Ah bah non, il serait déjà bien adulte. Là, c'est un juvénile qui est né un peu avant l'éruption volcanique. Donc, en conclusion, les Triceratops peuvent se reproduire et en général, à mon humble avis, tous les dinosaures de l'île d'Isla-Nublar. Cette parenthèse étant fermée, passons maintenant finalement à la conversation entre Claire et le capitaliste. Donc Claire qui clairement défend à fond les animaux, protectrice de l'environnement à 100%, hein, c'est devenu une végane entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et finalement, de l'autre côté, on a le Lockwood qui défend finalement sa position de gros connard en disant mais finalement Claire, eh bien vous avez fait exactement la même chose quand vous étiez à Jurassic World. Vous traitiez ces animaux comme de véritables machines à sous et finalement comme des attractions et pas comme des organismes vivants doués de sensibilité. Et oui. Et autre chose importante, évidemment, le Lockwood, il parle de l'Indominus Rex, conception finalement de Mars Rally Concept et finalement grande attraction de Jurassic World que Claire vantait finalement devant les investisseurs. Donc effectivement le Lockwood il a un peu raison quoi, le capitaliste si vous voyez, parce que finalement il justifie la création d'Indoraptor comme finalement un petit peu une suite de la création d'Indominus Rex et finalement Claire n'est pas la bonne personne pour pouvoir le critiquer, hein. Voilà. Donc évidemment après Claire se justifie à coup de poing si vous voulez, ce qui marque un petit peu un côté féministe dans le film, ce qui est plutôt sympathique et ce qui est plutôt sympa quand on voit finalement que le personnage on le déteste tous, hein, ce beau gosse un peu. Ça aurait dû s'appeler Progressiste Park et pas Jurassic Park. Exactement, ça aurait dû s'appeler Progressiste Park. On n'essaie pas de nous montrer des choses, on n'essaie pas non plus de
de réformer une société, entre guillemets, c'est juste un film de divertissement, bon, c'est pas forcément très utile. Claire, on aurait dû nous montrer Claire comme étant une féministe, une femme forte, dès le début de la saga Jurassic World, parce qu'elle change dans son comportement envers la vision qu'elle a sur les dinosaures, mais aussi même dans sa vision même du monde. Son changement est un petit peu trop important. Déjà, rien que pour sa vision du monde au niveau des dinosaures. C'est déjà important, mais alors, rien que sa position même en tant que femme est déjà très important. Autant pour la paléo-vétérinaire, ça se comprend, mais pour elle, un peu moins quand même. Bon, maintenant passons à un dinosaure. Vous aimez tous forcément le dinosaure, c'est le sujet de la vidéo quand même. Donc, le dinosaure que nous allons voir maintenant, c'est le Stygimoloch. D'ailleurs, non, on devrait l'appeler Stiggy, puisque c'est le nom que donne Owen dans le film. Le Stygimoloch est un dinosaure, je dois l'avouer, vraiment classe, puisque morphologiquement, il représente bien le Stygimoloch tel qu'on le reconstitue à l'heure actuelle. Donc, sur la reconstitution, je n'ai rien à dire, c'est du bon boulot. Par contre, l'animal est forcé au niveau de l'aspect un peu mignon de l'animal. Et je remarque que dans la plupart des blockbusters, il y a toujours un animal mignon, un personnage mignon qu'il va falloir protéger, ou alors qu'on va mettre en avant pour devenir une mascotte, si vous voulez, du film. Et là, c'est un petit peu le rôle du Stygimoloch. C'est un peu dommage, hein. On aurait pu éviter cette réduction. On n'avait pas réduit le pachycéphalosaure dans Jurassic Park de Lost World à ça. Autre problème aussi du Stygimoloch, et je vais y revenir, c'est que l'animal fracasse un mur, donc à 3 couches quand même de pierre. L'animal le fracasse sans trauma crânien. À plusieurs reprises, hein, il tape dedans. Donc l'animal sans trauma crânien, il arrive à briser le mur. C'est un problème. Pareil, il arrive aussi à défoncer finalement les barreaux, hein, la porte de fer qui ferme finalement la prison, sans trauma crânien. C'est uniquement quand il touchera la barre d'acier qu'il aura un trauma crânien. Enfin, un trauma crânien, qui sera juste un petit peu sonné par l'impact. Donc bon, le Stygimoloch un petit peu trop mis en avant à ce niveau-là. Et le problème aussi du Stygimoloch, c'est que finalement le côté du dôme qui sert au choc et qui permet aux deux animaux de s'entrechoquer tels des béliers, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. Alors maintenant, on va parler du réalisme finalement d'avoir intégré Stygimoloch dans le film, puisque je vais vous le dire, mais le genre n'a pas vraiment d'intérêt à être placé dans le film, pour 2 raisons. Premièrement, d'un point de vue scientifique, il est inintéressant d'avoir mis Stygimoloch dans le film, on aurait pu carrément mettre Pachycephalosaure, ça aurait mis du côté nostalgique pour Jurassic Park de Lost World. Et en plus, le Stygimoloch, c'est pas considéré à l'heure actuelle comme un genre hyper valide. Alors, d'un point de vue officiel, vraiment strictement officiel, Stygimoloch est encore aujourd'hui un genre valide. Mais c'est un genre qui est vachement sujet à débat, comme Notyrannus pour les tyrannosauridés. Donc, c'est un genre qui est pas tellement intéressant à mettre en avant dans ce film, si on n'a pas d'avertissement ou une quelconque petite explication pour dire ouais, ce genre est pas sûr, ou alors c'est une forme de pachycéphalosaure juvénile. Donc nous allons revenir maintenant sur la croissance finalement du pachycéphalosaure. Pourquoi Stygimoloch n'est pas pour moi un bon choix de marginocéphale dans le film. Pourquoi un Stygimoloch ? C'est un genre sympa, mais considéré par la plupart des paléontologues comme un genre invalide, car il pourrait correspondre à une phase ontogénique du genre Pachycephalosaurus, au même titre que le genre Dracorex. En effet, les pachycéphalosauridés, principalement nord-américains, eh bien, chez ces animaux, des doutes subsistent quant à leur validité. Des études réalisées dans les années 2009 et 2010 montrent de grandes divergences anatomiques crâniennes entre les 3 genres Dracorex, Stygimoloch et Pachycephalosaurus. Chez Dracorex et Stygimoloch, le dôme crânien est relativement plat, et les ornementations squamosales sont très développées contrairement au genre Pachycephalosaurus. Cependant, les divergences de ces 3 genres, ayant tous vécu en Amérique du Nord au cours du Maastrichtien il y a environ 68 millions d'années, trouvent, selon Jack Horner, une explication dans une évolution ontogénique particulière chez les pachycéphalosauridés. Ainsi, des analyses plus poussées ont été réalisées sur les crânes de ces 3 genres. En premier lieu, il apparaît que chez le Pachycephalosaurus, ces animaux sont dépourvus de canaux radio, ce qui n'est pas le cas de Stygimoloch et encore moins de Dracorex.
De plus, les os du crâne du Pachycephalosaurus sont bien plus denses que ceux des Dracorex et Stygimoloch, dont les os semblent spongieux, ce qui marque leur possible immaturité. Enfin, les coupes histologiques démontrent que chez Dracorex et Stygimoloch, il existe une ouverture infratemporale, ce qui est encore une fois caractéristique d'individus juvéniles. Il semblerait donc que les ornementations aient été absorbées progressivement au cours de l'ontogenèse du Pachycephalosaure, et au cours de cette croissance, le dôme, lui, aurait commencé à se former. Alors, en est-il de même pour les genres homalocéphales ou encore globocéphales, deux genres de marginocéphales pachycéphalosauridés découverts en Chine dans la formation de Nemegt. Ah, rien n'est moins sûr finalement. En tout cas, il s'agit d'un débat houleux et je ne pense pas qu'un film comme Jurassic World ou Jurassic World Fallen Kingdom puisse prendre finalement parti sur un sujet comme ça, aussi important finalement en paléontologie, comme par exemple dans certains documentaires comme Jurassic Fight Club où on prend clairement parti avec le Nonotyrannus, ou alors finalement dans des documentaires comme par exemple Dinosaur Revolution, où là par contre c'est le Tyrannosaurus Rex juvénile qui l'emporte, sans quelconque avertissement ou quelconque information sur le sujet. Et ça c'est dommage. Et finalement on a exactement ce cas de figure dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et donc le problème le plus important dans Jurassic World Fallen Kingdom, c'est que le conseiller scientifique, je vous le donne dans le mille, c'est Jack Horner. C'est lui, comme je l'ai dit précédemment, qui a mis en valeur finalement la théorie du Dracorex, Pachycephalosaurus et finalement Stygimoloch, un même et unique genre, le genre Pachycephalosaurus. Donc ça n'a aucun sens. Alors, évidemment ici il s'agit d'une famille en construction qui est totalement cliché aux États-Unis d'Amérique. Hein. Cette scène vraiment, mais le père typiquement badass au possible, grand homme musclé, un peu baraque. Ouais, le type, il est fort, il est cool, il est beau, voilà. Avec des blagues plutôt beaufs, typiques des hommes américains. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est dommage avec Owen, c'est qu'il évitait, il y avait juste dans Jurassic World une fois, surtout une fois où il en faisait au début, mais ça va, il était quand même pas trop connard. Et puis finalement, hein, la petite fille toute mignonne, un peu inoffensive qui est dans le film, hein, ça c'est... Ah oui, il faut des choupettes, il faut avoir des choupettes. Exactement. Et puis bah la femme. Et la femme forte. Progressiste. Ouais, en plus. Putain, progressiste. Rousse et progressiste. Putain, oh la vache, je savais pas que ça existait. Alors maintenant on passe à un moment fort du film, c'est-à-dire la vente des dinosaures par le vendeur un peu méchant. Hein, oui, mais méchant cliché argent bidule. Voilà, machin, exactement. Et finalement cette vente elle se passe plutôt bien, hein. On vend les dinosaures comme ça, ils sont rapidement vendus finalement, que ce soit l'Allosaure, que ce soit le Baryonyx, l'Ankylosaurus, alors... Et tous ceux qu'on ne cite pas après. Exactement. Voilà. Autre petit problème majeur, les dinosaures sont vendus à des prix dérisoires. 10 millions, c'est que dalle pour faire un ankylosaure par exemple. Hein. Je suis désolé, mais 10 millions de dollars pour concevoir un ankylosaure, c'est pas suffisant. Hein. Les dinosaures en général, ils ont tablé sur presque une centaine de millions d'euros, enfin de dollars. Et par individu, oui, on est sur un truc comme ça. Hein. Ouais, franchement, ça coûtait mais une fortune à Masrani Concept pour constituer ces animaux. Et la seule raison pour laquelle ils ont constitué ces dinosaures, c'est parce que le parc était extrêmement rentable. Parce que finalement, les entrées, c'était à un prix incroyable, et que finalement, il y avait tellement de gens qui voulaient voir des dinosaures, que ça restait très attractif. En bref, là, ils perdent beaucoup d'argent, il n'y a pas de bénéfice là-dedans. Même si, on va clairement l'avouer, il ne s'agit pas de la Masrani Corporation qui vend les dinosaures, mais des gens qui se sont appropriés les dinosaures. Et en même temps, c'est InGen, c'est eux qui les ont conçus aussi, ces animaux. Donc bon, hein, c'est un petit peu... c'est sous-évalué, quoi. On dirait que c'est des animaux de casse qu'on vend. Et donc maintenant, nous allons parler de l'Indoraptor, la fameuse star du film. De l'animal donc qui a malgré tout des couleurs plutôt sympathiques, hein, couleur jaune, noire, ça va. Moi je trouve que ça donne un aspect un peu terrifiant à l'animal. Bon, je trouve mieux que le blanc de l'Indominus Rex quand même. Mais finalement, autre petite chose importante, l'animal il se conduit un petit peu comme un chat. On lui met un petit laser rouge sur un humain. Ça ferait des super vidéos sur internet. Ouais, le laser, l'Indominus qui ravage tout dans ton appart. C'est génial. Ouais, entre Blue le chien et Indoraptor le chat, on a les animaux de compagnie. Exactement, les animaux de compagnie. L'Indoraptor, il est pas du tout terrifiant. C'est vraiment nul par rapport à l'Indominus Rex. Et je pense que Moss, tu as ton avis à donner sur l'aspect qu'il soit nul par rapport à l'Indominus Rex. Hein. Voilà, je laisse Moss en parler. C'est un connard de me laisser cette partie, mais bon. En ce qui me concerne, le problème va se résumer à un très simple
pourquoi encore un d'hybride sorti de... Pourquoi? Vous avez déjà grillé ce Joker dans le premier Jurassic World et vous refaites la même erreur encore avec un truc qui est ultra cheaté, qui est encore même moins cheaté que l'Indominus. C'est pour ça que proportionnellement je préfère l'Indominus à l'Indoraptor parce que autant bon au niveau couleur je veux bien que bon allez le jaune flashy tant pis. C'est bon, je sais ça peut être sympa. Mais l'Indominus faisait peur comme l'a dit Alexis. Certes, il était peut-être pas nécessairement très discret, un truc de 15 mètres de long et de genre... Non mais il pouvait se camoufler. Oui. Il pouvait se camoufler. Truc, on le rappelle, repris au Carnotaurus dans le premier Jurassic Park. Mais au moins, la bestiole, elle était assez cheatée, mais elle utilisait bien ses capacités, elle était vraiment terrifiante. T'as un machin de, je sais pas, il faisait combien de haut, 6 mètres, un truc comme ça. T'as un machin de 6 mètres de haut qui t'arrive dessus, oui, tu commences à avoir peur. Tu as un machin qui fait quoi, 2,50 m de haut qui arrive, 3 mètres. J'ai déjà moins peur. Bon, c'est sûr que tu vas pas passer un bon quart d'heure, mais l'aspect terrifiant est déjà moins là. D'autant plus que vous aviez des milliards de meilleures manières de traiter la notion d'hybride pour un Jurassic World ou un Jurassic Park. Un truc tout con, mais vraiment tout con, vous le repreniez au premier Jurassic Park, c'est que c'est Wu, alors c'est un autre personnage qui le dit lui-même, c'est que ils l'admettent complètement dans le bouquin Jurassic Park que les animaux ne sont absolument pas ceux qu'ils ont vraiment eu, que ce sont du coup vraiment des hybrides, que ce sont vraiment des créations purement génétiques. Là, vous pouviez faire un truc sympa. Et si vous vouliez développer vraiment à ce point-là la théorie de l'hybridation et du merdier génétique, bah honnêtement, le coup de l'hybride vraiment créé par l'homme ultra cheaté, si vous vouliez faire une trilogie, mais ça me semblait logique de le laisser pour le 3e film. À moins que vous vouliez faire des Dino Riders, mais sinon, ce qui aurait presque été plus logique de faire sur toute la trilogie, c'est premier film, vous trouvez je sais pas quelle manière de faire en sorte que le parc parte en couille, mais vous commencez par des modifications génétiques, on va dire pas méchantes. Et quand je dis pas méchant, c'est genre, imaginons, vous prenez de l'ADN de Komodo, vous foirez une merde et vous faites en sorte je sais pas, qu'on ait des raptors ou des troodons venimeux. Les troodons est un très bon exemple d'ailleurs pour Jurassic World. Ouais. On aurait pu nous introduire les troodons à la place de l'Indominus. Extrêmement intelligents, entre guillemets toujours, une notion d'intelligence dans Jurassic World. On en reparlera d'ailleurs, mais les troodons auraient pu être un sujet très intéressant à exploiter dans la saga Jurassic Park, des dinosaures qui auraient pu être aussi très cheatés, mais qui auraient été de vrais dinosaures. Je suis en train d'y penser sur le coup. Imaginons par exemple pour le premier film, on aurait mis des troodons à la place de l'Indominus. On faisait imaginons genre que dans l'univers des films, les troodons, dans les vrais troodons qui ont vécu il y a 75 millions d'années, étaient venimeux, avaient des plumes et tout ça. Tu les mettais face aux raptors. Là, on avait vraiment une confrontation entre ce qui était le naturel et ce qui était vraiment l'hybride, et nous faire peut-être limite préférer l'hybride, nous faire douter sur tous ces trucs-là. Ça aurait été pas mal. Donc vous commenciez sur des trucs qui pouvaient être plutôt légers pour le premier Jurassic World, un peu, j'y reviens toujours, mais un peu à l'image des modifs que tu peux faire dans Jurassic World d'Evolution. Le deuxième film, vous trouviez, je sais pas quelle manière de caser ça, mais vous faisiez en sorte que les dinosaures doivent effectivement quitter l'île, parce que ça allait finir par tourner très vite en rond, je dois l'admettre, si on restait tout le temps sur les îles. Vous faisiez en sorte que les dinosaures donc puissent pas rester sur l'île, vous les ramenez dans le plus grand des calmes sur le continent sans gros ex-growth et tout ça, et là par contre vous pouvez faire un truc intéressant, de développer toutes les questions sociales, éthiques et tout ça, et je pense que ça vous aurait... certes, vous en seriez peut-être pris un petit peu dans la gueule par certaines associations, mais au moins vous auriez fait des prises de risques. En même temps, est-ce que demander des prises de risques à Hollywood, c'est quelque chose qu'ils vont faire? Non. Voilà. Et pour Jurassic World 3, vous laissiez le truc d'hybride ultra cheaté avec des dinosaures qui sont allés dans le monde. Là, les humains avaient commencé à avoir une vraie intention de créer des vrais hybrides de merde. Là, et en plus, pour ça, vous faisiez tout un big-up pour arriver à un vrai hybride. Donc, non. C'est pour ça que j'ai tellement de mal avec les hybrides et que l'Indominus passait limite mieux dans Jurassic World. C'est qu'ils le justifiaient eux-mêmes, et c'était un point de vue qui est complètement réaliste. C'est que plus tu habitues les gens à des trucs spectaculaires, moins ils en auront peur et moins ils sont en mode oh amazing. Moins ils seront comme ça. Donc l'Indominus avait presque sa place là-dedans. L'Indoraptor, c'est juste pour servir le scénario et faire un truc de grand truc, n'importe quoi. C'est juste ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec l'Indoraptor. Alors, Indoraptor, bon, dans la scène de la débâcle, quand Stygimoloch se libère pour taper tout le monde, alors finalement l'Indoraptor ne fait strictement rien.
c'est un peu bizarre, son comportement devrait lui dicter de choper tout ce qu'il trouve. Ce n'est pas très cohérent non plus, je vous l'accorde, mais par rapport au film, c'est un minimum cohérent ça. Donc finalement, l'animal ne fait rien. Pour la première fois du film, il est calme. Et finalement, la jeune fille, quand elle essaye de reculer, hein, un peu avant hein, cette scène fatidique, et bien finalement, l'Indoraptor essayait de l'attraper finalement avec ses griffes. Gros sadique. Exactement, gros sadique. Hein, mais c'est un caractère psychopathe de l'Indoraptor qui rentre dans finalement le côté horreur que voulait donner Bayona finalement. Même si ça n'a pas vraiment de côté réaliste. Hein. Et finalement, là, il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû essayer de choper des gens avec ses moments. Il n'aurait pas réussi à les ramener dans la cage parce que les barreaux étaient trop serrés. Mais il aurait pu les empaler avec ses griffes. Mais vu la taille des griffes, oui, c'est bon. Hein, ouais, il aurait pu en tuer quelques-uns. Il y en a certains qui se frottaient à la cage. Ouais, je sais pas, mais il y a une distance de sécurité d'ailleurs. On le voit clairement dans le film. Il y a une distance de sécurité autour pour éviter qu'on touche les cages. Exprès pour ça. C'est quoi le problème là? L'Indoraptor ne tue personne. Je sais pas. Donc là, incohérence claire dans le film. Alors là, on a une scène ridicule totalement, puisqu'on a ici le personnage donc, du garde, le salopard qui arrache des dents aux animaux, qui vient ici donc demander son bonus au Lockwood. Alors déjà, le bonus, pourquoi il le revendique? Il a fait son travail, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il a fait son travail, pourquoi il demande un bonus? Après, c'est un connard. Hein. C'est un connard, clairement. Hein. C'est un connard hein, qui demande toujours plus. Alors qu'il a ce qu'il veut, hein, finalement, en plus il a des dents, hein, c'est ce qu'il voulait. C'est un capitaliste. C'est un capitaliste. C'est le fils de Trump. Ouais, complètement. Le fils de Trump, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc finalement le personnage, quand il arrive, il se fait berner par l'Indoraptor. Et je m'en occupe de celle-là. Parce que vous le savez, j'aime l'Indoraptor. Donc vous l'avez su qu'avec la transfusion, ça a été le point qui a plus ou moins failli me faire sortir de la salle. On est au deuxième point qui a failli me faire sortir de la salle. Parce que putain... Vous avez, je tiens à le préciser, vous avez quand même réussi, en un film, en une bestiole, à concentrer toutes les merdes reprochées au Raptor de Jurassic Park 3 et à l'Indominus. Il y a énormément de GG là, franchement, bravo les gars. Je vais pas vraiment beaucoup plus détailler étant donné que la vidéo va déjà suffisamment longue je pense, mais juste pour vous dire, c'est que un dino, mais même en considérant que c'est un hybride et qu'il soit rendu limite un peu plus intelligent, même si bon la notion d'intelligence c'est subjectif, je pense que je le dirai jamais assez personnellement, mais là, c'est vraiment un humain dans un corps de dinosaure. Vraiment, c'est stupide. Le machin, il est vicieux, il est intelligent, il est sadique avec la gamine. Putain, vous allez arrêter quand vos conneries en vrai? Faites des dinosaures, pas des monstres de foire. Bon, même si vos dinosaures sont un peu des monstres de foire, ça n'a aucun sens du coup. Et un autre truc aussi, c'est qu'on l'a vu avec le premier Jurassic World, vous avez plutôt bien envie de gommer Jurassic Park 3 de la franchise. Vous le mettez en, on va dire, ça s'est passé. Mais en même temps, il a pas déclenché grand chose, hein, à part il a tué des T-Rex sur Isla Sorna, mais ça a pas, vous avez un peu envie de l'effacer. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous pouvez être aussi con pour refaire exactement une des mêmes erreurs comportementales pour les animaux que vous avez fait dans Jurassic Park 3, du coup, avec le Raptor qui fait le mort? Putain, c'était un des pires trucs. Raptor qui fait le mort, ou même l'Indominus, parce que l'Indominus, déjà, il doit pas être très vieux, clairement, et peu importe le truc, il est toujours resté dans une putain de cage. Comment il peut savoir ces trucs-là? Il les a expérimentés lui-même? Dans ce cas-là, je pense qu'on les aurait repérés parce que des trucs comme ça, c'est toujours caméra. Il y a des caméras de partout dans ces trucs. Encore une fois, ils ont un problème avec les embauches. Hein. Ils font des gens, clairement, oui. Oui, quand tu vois l'autre Gugus là, qui était tombé dans l'enclos des Raptors dans Jurassic World, c'est que autant on vous dit l'Indoraptor qui est mort. Déjà quand même, je tiens à préciser, le type il rentre. Et le type rentre dans la cage et on va laisser la porte ouverte parce que le scénario il va bien être emmerdé sinon hein. Ouais. Bah oui évidemment, et on rentre, on va essayer d'arracher une dent à ce truc. Tu vas essayer d'arracher une dent à ce truc, tu as essayé pas d'euthanasier, je suis con, d'anesthésier avec ton homéopathie bleue là. Ah, là voilà. On voit très clairement d'ailleurs à un moment donné l'Indoraptor il est même pas endormi, il est pas touché par ça. Oui. À un moment donné, c'est qui s'est chargé de la conception de ces sédatifs quoi? J'en sais rien. Je pense qu'on sait rien parce que personne ne le sait, ouais. Faut préciser. Mais de toute façon, je pense que c'était une bonne arnaque. Ouais, complètement. Bah, c'était pas cher. Ouais, c'était pas cher. Voilà. C'est des étudiants qui ont dû acheter ça. Ouais. Pour en revenir à cette scène, donc le type arrive et laisse la porte bien ouverte parce que le scénario sera emmerdé sinon. Hein.
Il essaye de choper une dent à l'Indominus. Déjà, quand tu vois des quenouilles comme ça, je pense que tu coupes la tête à la bestiole. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour les bestioles, mais là, tu coupes la tête à la bestiole parce que bon, on sait jamais. Et comme par hasard, évidemment, hein, on s'en doutait pas dans une salle qui est complètement noire et avec un truc au milieu qui est complètement blanc, dichotomie de couleurs, tout ça, hein, donc bien mis en valeur, qu'il allait y avoir une grosse embrouille qui allait se passer. C'était absolument pas à prévoir. Hein. Donc le type se fait arracher le bras dans une scène. Mais cheapo possible, mais c'est débile, mais quand tu arraches un bras à quelqu'un, il y a du sang. Exactement. Putain, Là, il aurait dû là, il s'est fait couper l'artère, vraiment. oui. Là, il devrait se vider de son sang. Et autre chose, hein, les réactions du mec. Hein. Le mec, il va croire, d'ailleurs, comme dans Jurassic World, hein, comment il s'appelait déjà le garde, enfin celui qui voulait prendre les raptors. Hoskin, voilà. Hoskin, il voulait donc finalement les raptors pour son armée. Mais bon, lui, ça avait un traitement un peu cohérent, parce que finalement, Blue, il s'avère qu'elle avait un peu d'empathie, finalement. Oui. Donc là, il y avait un peu de cohérence. Mais alors, le mec, il essaye de dire excuse-moi, ne me tue pas. Alors que le machin vient t'arracher le bras. Bah oui, exactement, il lui arrache son bras. Le mec, il aurait dû tenter de fuir au moment où il dévorait son bras, quoi. Le machin vient de t'arracher le bras et tu lui demandes épargne-moi. Même avec des humains, ça marche pas, je tiens à te le dire. Et autre chose importante, finalement, c'est le vendeur un peu méchant là qui finalement essaie de fuir. Chose totalement nulle dans le film, puisque le vendeur, personnage un peu typé méchant, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'Indoraptor bouffer quelqu'un, tout le monde s'est barré par l'endroit où il se barre lui normalement, hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va se barrer directement devant les yeux de l'Indoraptor, dans un ascenseur qui n'est même pas remonté, sachant même pas si l'ascenseur pourrait décoller. Ouais, en plus. Voilà, exactement. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils foutent ceux qui se sont cachés dans l'ascenseur pour pas être partis direction après, d'en haut? Après, eux, ils devaient peut-être être plus du côté de l'ascenseur. C'est là-dessus, j'excuse. Mais le type qui fait complètement le contour, non. C'est ridicule ça. Puis l'Indoraptor, il aurait pu le repérer quand même. Voilà. D'autant plus, c'est vraiment le truc, c'est à partir de ce moment-là, on va vraiment arriver sur... Je le dis vite fait pour la suite, mais on va vraiment arriver sur le truc où l'Indoraptor est en mode je cherche les humains, je les trouve toujours. Sauf les héros. Parce qu'il faut pas que les héros se fassent bouffer. Un aspect aussi, l'aspect du sourire tout à l'heure de l'Indoraptor, c'est pas du tout terrifiant. C'est comique, c'est drôle, c'est cartoonesque, c'est pas terrifiant. Vous savez ce qu'il y a quelque chose qui a essayé de faire dans la saga Jurassic Park, Jurassic World qui a essayé, Jurassic World qui a essayé de faire quelque chose de comique avec des théropodes? Jurassic Park 3. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non. Donc finalement, dernière chose à dire sur cette partie du film, finalement, pour ma part, c'est que finalement le docteur Wu, quand il rentre dans son laboratoire, franchement, il me fait penser à un petit peu le personnage de Seth dans la série animée Dinosaur King. Bah, c'est un scientifique. Il travaille pas tellement pour les lobbies, hein. Lui, il travaille pour ses découvertes, pour toujours connaître plus de choses. C'est un chercheur, c'est un scientifique, c'est normal. Cependant, lui, il n'a plus vraiment d'éthique. C'est un savant fou, clairement. Exactement. Et lui, ce qu'il veut, c'est exactement le savant fou. C'est celui qui veut faire des dinosaures cheatés et voir ce qui va se passer par la suite. Je ne serais pas étonné qu'il ce soit le grand méchant de Jurassic World 3. Ouais. Parce qu'à chaque fois, d'ailleurs, il le sauve des films, hein, pour le mettre dans les films. Oui, c'est complètement ça, ouais. Le Jurassic World, on le sauve. Il y a l'hélicoptère qui vient, et Jurassic World 2, c'est juste, on précise qu'il y a quand même un raptor dans une cage qui est quoi, 1 mètre, 1 mètre 50. Et il est sauvé. Et hop, on va le tirer, voilà, c'est bon. Donc dans Jurassic World 3, il a une importance capitale, je suis persuadé. Oui, clairement. Alors s'il n'a pas d'importance capitale, là, c'est du foutage de gueule. Encore plus que pour ces films. Pareil, j'attends vraiment aussi une arrivée du Dilophosaure dans le 3. Ah oui, putain, ouais, on nous le spoil depuis Jurassic World 2, c'est bon maintenant. Voilà, en plus, c'est pas compliqué. Pourquoi ils nous mettraient pas ce dinosaure? Je sais pas. D'ailleurs, j'en profite pour le dire rapidement, c'est que quand Zia dit à Wu qu'elle a transféré à Blue du sang de Rexy, Wu est en mode what the fuck, qu'est-ce que t'as fait? Donc, votre truc, ah bah tiens, peut-être que les deux animaux étaient compatibles, rien que la réaction de Wu prouve le contraire. Complètement. Et puis un autre truc aussi qui vient encore plus contrecarrer ça, je suis désolé de rester encore bloqué sur cette transfusion, mais est-ce que vous allez me faire croire qu'un parc animalier avait comme seule ressource, si un de ses animaux était blessé, de lui transférer du sang d'une autre espèce? Bref, le méchant tombe sur la petite famille recomposée, et là s'ensuit un point qui était qui allait arriver. De toute façon, c'était logique, hein. Ouais. C'était logique au fur et à mesure quand allait y arriver. Mais en même temps, j'ai éclaté de fou rire. Vous pourrez demander à Captain Roger. J'ai éclaté de fou rire. J'ai piqué un gros fou rire quand ça s'est dit.
que, du coup, le méchant dit que la petite gamine, Macy, en fait, finalement, c'est Lockwood qui a fait cloner sa fille et ça a donné Macy. Alors, ils nous disent aussi que cette fille-là aurait été dans Jurassic Park. Oui, justement, c'est ce qu'on va y venir. J'allais y venir, c'est que le truc, c'est pas tant comme je dis, c'est pas tant le clonage humain dans la saga Jurassic World. Hein. Pas de déformez pas mes robots. Hein. C'est pas le temps le clonage humain dans la saga Jurassic World qui me dérange parce que du moment où tu sais cloner des dinosaures qui ont leur ADN pas complet. Bon, au bout d'un moment, c'est sûr que tu vas finir par réussir à cloner des humains. C'est totalement vieux, c'est trop fou. Oui, voilà, c'est au bout d'un moment, on était sûr que ça allait arriver. Même si ça reste illégal normalement. Hein, ça, oui, c'est complètement illégal, mais je me doutais bien que ça allait finir par arriver tôt ou tard, ce genre de truc. Mais le gros problème que j'ai, c'est que regardez bien Macy. On est d'accord que Macy a quoi, 11-12 ans environ. Visuellement, peut-être un petit peu plus jeune, peut-être un petit peu plus vieille, j'en sais rien du tout. Mais on va dire qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Et apparemment, c'est ce qui a divisé Hammond et Lockwood, c'est justement le clonage de cette gamine. Et ce qui a fait que du coup Hammond a continué à faire Jurassic Park tout seul, et Lockwood est allé de son côté. Jurassic Park a été créé environ en 1990. La gamine a grosso merdo 11-12 ans. Et Jurassic World Fallen Kingdom se déroule du coup en 2018 normalement dans l'univers du film. Donc, il y a quoi? Il y a un gap temporel de 15 ans plus? C'est normal ça, c'est incohérent. C'est pas. Il a foutu Lockwood autrement. Bah voilà, il est là le gros problème. C'est censé être leur point de discorde, mais t'as un gros trou temporel en plein milieu. À quoi ça sert? Ou alors il a fait des clones en attendant. D'autres types de Maisie qui auraient échoué, je sais pas. Ouais, bah là, je sentais que tu allais sortir cette excuse-là. C'est vrai que c'est l'excuse qui résout tout en même temps. Mais en même temps, il a fait tout ça. Enfin, je suis désolé, parce que dans ce cas-là, il a trouvé quoi pour faire du clonage comme ça? Parce que de mémoire, seul InGen, Masorani Corp ont ce genre de technologie. Non, mais il a dû construire sa propre entreprise à lui tout seul, mais je sais pas ce qu'il a fait, hein. On ne sait pas. Le lore de Jurassic World n'est pas très cohérent, hein, de toute façon. Bah, il faudrait plus de trucs, mais en attendant d'avoir plus d'informations, il y a un gap temporel de 15 ans. De toute façon, je vais être très clair avec vous, le lore de Jurassic World, en général, il est vraiment assez mauvais. Hein, c'est un lore qui bousille une bonne partie de la saga, en particulier les deux autres Jurassic Park, le 2 et le 3. Même si on n'est pas fan du 3, il faut quand même le dire, il y a des choses qui auraient pu être gardées. Oui, et franchement, le fait d'avoir une île Isla Sorna totalement réserve, avec beaucoup de diversité et de tout balayer, c'était un choix, mais oui, parce que nullité absolue. Parce que ça, tu le dis, mais les gens ne le savent pas nécessairement, et je le savais pas, et c'est toi qui me l'as dit. C'est que Isla Sorna, c'est sûr que si vous avez vu le film, quand le vieux dit je veux créer une réserve et je vais mettre le dinosaure là, on a tout de suite pensé, Isla Sorna, connard, pourquoi tu vas les mettre sur une autre île? Sauf que Isla Sorna, d'après ce que tu m'as dit, elle a été bombardée. Alors oui, c'est dans le Dinosaur Group, hein, le Dinosaur Protect Group. Hein, vous allez sur le site, vous aurez le lien dans la description. Sur ce site, vous aurez toutes les informations sur le lore de Jurassic World. En fait, le Spinosaurus de Jurassic Park 3 est un dinosaure importé par la Masrani Corporation, finalement, totalement illégal, l'animal. Ça, par contre, c'est pas complètement con. Qui aurait bousillé l'écosystème de Jurassic Park 3. Totalement. Il aurait tout tué avec d'autres dinosaures. Ils se seraient tous entretués et il aurait fini par causer l'extinction de tous les dinosaures de Jurassic Park. Et finalement, ils auraient ensuite récupéré le Spinosaure de Jurassic Park 3, de Jurassic Park 3, et l'auraient intégré dans Jurassic World, mais il serait mort, on ne sait pas pourquoi. Bon, déjà, en plus, la théorie là, que le squelette de Spino, c'était le Spino du 3. C'est bullshit, hein, parce qu'il est trop petit. Hein. C'est bullshit pour la taille, la crête et plein d'autres trucs. Exactement, hein. Il a la crête nasale qui n'était pas dans le Spinosaure de GP3. C'est bullshit pour plein de trucs, donc clairement, ne croyez pas ça. Exactement. Et de toute façon, les dinosaures illégaux, ils étaient déjà dans Jurassic Park 2, puisque dans les dinosaures illégaux, il y avait, je vous mets dans le mille, le Mamenchisaurus. Et le Mamenchisaurus, il est dans Jurassic Park de Lost World. Donc, ça n'a pas de sens. Le lore de Jurassic World est très mauvais dans ce sens-là, où pourquoi dans Jurassic Park 3, le Spinosaure est déjà là depuis un certain moment quand même, hein, les écosystèmes se comportent toujours très très bien. Les brachiosaures, les animaux sont toujours là. Alors oui, il y a des prédateurs qui doivent très certainement s'entretuer,
Mais les prédateurs ont l'air quand même férocement attachés à leur territoire. Ouais. Et le spinosaure a l'air quand même cantonné à une partie de l'île. Même s'il poursuit des humains, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, ça c'est le scénario. Voilà. On ne reprendra pas le scénario de Jurassic Park 3 et un autre paléotuber qui s'en occupe. Du coup, si on revient sur le clonage humain, est-ce qu'on va avoir des réponses au fait du coup que pourquoi est-ce qu'il y a un gap temporel de 15 ans Est-ce qu'on va être obligé d'attendre nécessairement d'avoir un truc en plus, une extension bonus? Bah oui, allez, continuons le film. Clairement, je pense qu'on commence à en avoir un petit peu marre. Ouais. Voilà. Donc on va passer assez rapidement sur toute une partie du film qui est la chasse de l'Indoraptor. Alors, premier truc, l'Indoraptor alterne entre je suis con, je suis très intelligent, complètement ça. On est vraiment sur un truc que c'est autant pour retrouver les méchants, l'Indoraptor, il n'y a pas de problème. Mais du moment qu'il s'agit des gentils, tu peux pas faire en sorte qu'ils soient bouffés par l'Indoraptor. Il faut continuer à mettre un petit peu de merde dans le film. Tu peux pas continuer à faire. Tu peux pas faire un truc bien au point où t'en es là. C'est impossible. Donc on se retrouve avec dans une scène du coup dans la grande galerie là où il y a des squelettes et tout ça. Donc l'Indoraptor est incapable de repérer des humains qui sont à 1m50, bon 1m80, allez, je vais être gentil, qui sont à 1m80 de lui alors qu'il est censé avoir un Flirtoraptor. Blue a un flair vachement puissant quand même. Oui, Il y a quand même de l'ADN de T-Rex aussi, hein, je rappelle. Hein, oui, bon ça a été un peu diminué du coup, mais Blue techniquement peut sentir un truc à 2 km, 1m80, bon on va dire 2 mètres. C'est combien c'est des dizaines de fois plus petit. Il doit avoir certainement une bonne ouïe aussi. Hein. Oui, c'est quand même du boucan. Et puis on va le dire vite fait aussi. Au moins comme ça on n'aura pas à s'y reprendre. Le crâne de Tricé, les cornes comme ça, non. Même Dinosaur King est scientifiquement plus réaliste. Simplification scénaristique. Complètement. Si vous avez vu le film, vous savez extrêmement bien de quoi on parle. C'est un fist pour les Ceratopsiens aussi, parce que même la collerette est totalement irréaliste. Alors, les picots là, c'est moche. On dirait du corail le truc. Hein. Du coup, on se retrouve avec du coup les gentils qui essayent de fuir, et on revient du coup sur la gamine Macy. Macy donc qui se rappelle que les cachettes dans les murs, c'est bien, c'est une bonne cachette, et ça marche bien contre l'Indoraptor. Franchement, gamine, toi, tu pourrais rester là. Mais non, le dinosaure il est méchant, donc on va retourner dans ma chambre. La chambre c'est bien, il y a plein de fées, ça me fera pas mal. Putain. Il y a le coup de griffe aussi sur Claire. Oui, complètement, oui. Ah oui, Claire se prend finalement... Qu'est-ce qu'il y a Claire. Ah finalement, donc Claire se prend donc le coup de griffe d'un Raptor sur la rotule. Ça fait très très mal, on entend le bruit de l'os craquer. Ah oui, complètement. Donc ça fait mal. Pour ceux qui sont complètement débites en anatomie, je rappelle la rotule, vous voyez une jambe comment elle est constituée, c'est l'os bien dur qui fait le genou. Exactement. Donc là, tu pètes ça, tu ne marches plus. Exactement. Plus du tout. Et c'est là que les problèmes se constituent, c'est que vous allez le voir après, mais Claire se relève. Oui, complètement. Et a réussi à grimper sur le toit. Comment elle a fait? J'en sais rien, mais de toute façon on n'en est pas encore là parce qu'il y a encore d'autres merdes avant. Et on est dans Jurassic World Fallen Kingdom, ne l'oubliez pas. Désolé The Dark. Hein. Donc on se retrouve avec l'Indominus qui continue à chasser et tout ça. Donc la gamine est de retour dans sa chambre, l'Indominus monte sur le toit pour gueuler à la pleine lune. Donc soit il est fan de Dracula, soit c'était pour faire des plans pour le trailer, soit c'était pour marquer son territoire. Mais bon, ton territoire, tu pouvais très bien les marquer ailleurs aussi. Voilà. Et donc l'Indominus rentre... oh putain merde, oui. L'Indoraptor rentre à l'envers dans la chambre. Alors là par contre je dois avouer, ça devient des plans cool. Au niveau cinémato ça devient des... Ouais justement, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça fait des plans très cool. La rotation du plan, comment l'Indominus rentre, la denture complètement chaotique de la bestiole, le bras tendu comme ça au-dessus de la gamine, ça franchement c'est très cool. Ça fait pas de sens, mais c'est très cool. Ça fait Bayona, c'est une réalisation typique. Hein. J'ai quasiment rien regardé de ce qu'il a fait, je suis honnête. Hein. Mais Bayona a l'air d'avoir une très bonne réal, mais bon, le scénario... Vous voyez un film d'horreur, c'est un professionnel dans le film d'horreur. D'accord, mais là pour le coup, on a l'exemple parfait du coup que Jurassic World de Fallen Kingdom, c'est une bonne réal, du scénario pourri. Et scénario pourri qui se continue parce que... Évidemment, Owen, le grand sauveur, le grand papa, maintenant c'est pas Macy de toute façon. Hein, Macy d'ailleurs, je vais l'appeler Boba Fett au passage maintenant, hein, vu comment vous savez. Ah, elle est casse-cou, hein. Elle monte sur les toits, elle va sur les murs. Ouais, complètement ça. Donc Macy que je vais appeler Boba Fett à partir de maintenant, vu que c'est un clone. Ouais. Du coup, Owen, son nouveau papa attitré, arrive, shoot dans l'Indoraptor, et on apprend que l'Indoraptor doit apparemment avoir des gènes de Wolverine qui doivent traîner dans son code génétique. Hein, parce qu'il résiste aux balles, les balles rebondissent. Non, les balles ne rebondissent pas. Elles s'écrasent sur le corps de l'animal. Même pas, attends, ou alors c'est moi qui ai le mal vu, mais clairement, les balles rentrent et ressortent. Moi je les ai vus
simplement s'écraser sur le corps et tomber. Justement, c'est justement ça le truc, c'est que Owen tire et t'as un temps de latence avant que les balles retombent. C'est pour ça que je considère qu'elles ont été dans le corps. Mais là, clairement, la bestiole a déjà de Wolverine. Et d'un coup, tu as Blue qui arrive, et vraiment, c'est Blue, mon chien, attaque. C'est complètement ça. Et donc, on a le droit à un duel entre un chien et un chat. C'est complètement exactement ça. C'est complètement ça. Et on atteint de plus en plus le côté complètement con. Jusque vraiment, on va dire quoi. Ouais, ça continue à grimper avec du coup Claire qui se relève et qui prend le flingue. Ouais. What the fuck. Alors Owen, Claire d'ailleurs qui pointe Owen avec le laser pour que l'Indoraptor attaque. Donc nous dans la salle de cinéma on était tous putain mais qu'est-ce qu'il est fou. Bon après il s'avoue que ça pouvait être logique mais en même temps imagine que Owen n'ait pas fait la glissade. Elle tente de lui tirer sur la tronche, hein, peut-être que ça marche. Voilà aussi. Avant de tirer sur peut-être éventuellement essayer avec Owen. Tirer sur l'Indoraptor ou tirer sur les vitres. Oui, voilà. On se retrouve donc avec Blue qui arrive. C'est un Blue en mode Superman. Là, on est d'accord. Blue qui arrive en mode super-héros. Je vais vous défendre. Qui arrive. Et du coup, l'Indoraptor est suffisamment con pour pouvoir se casser la gueule. Les deux tombent dans un plan qui fait quand même assez stylé. Il tourne en rond comme ça. Il tourne en rond en tombant. Et fin de la menace. Et fin de la menace. Sauf Blue. Voilà. Oui, bah évidemment, Blue. C'est d'ailleurs ce qui est très marrant, c'est que quand Blue passe pile entre les cornes du Tricé. Exactement. Et chose importante aussi, pourquoi Blue, elle gagne le combat contre l'Indoraptor. Ça n'a pas logique. Non. Parce que Blue, c'est le Raptor de Jurassic Park. Voilà. Elle est quand même assez agile, rapide et forte. Elle pouvait grimper sur l'Indominus Rex et tenter certaines acrobaties pour lui donner quelques dégâts avec ses griffes, bien que le cuir est évidemment. Ouais, c'était un truc de la taille d'un T-Rex, voilà. Tu reprenais comme dans le premier Jurassic Park. Éventuellement, l'Indominus avait peut-être du mal à saisir Blue avec ses mâchoires parce qu'elle est petite et il est très très grand. Mais l'Indoraptor. Il était assez encombrant, mais l'Indoraptor, c'est un truc il est relativement petit. Il est 2 fois et demi plus grand qu'un raptor. Aussi agile qu'elle, ouais, exactement. Il pouvait la saisir avec ses membres antérieurs, avec des griffes extraordinaires. Ses membres antérieurs sont clairement hypertrophiés. Ah oui, complètement. Se déplacer sur ses 4 membres. Ouais, il peut se déplacer 4 pattes. Donc, un animal à la fois quadrupède et bipède qui aurait pu carrément saisir Blue avec ses membres antérieurs, la déchiqueter et la mordre pour le tuer. Enfin, pourquoi l'Indoraptor se fait battre? Donc, du coup, ça enlève encore plus ce côté terrifiant d'Indoraptor. Si l'Indoraptor se fait battre par Blue, à quoi ça servait de faire un hybride s'il se fait battre par un dinosaure lambda? Au passage, durée de vie de l'Indoraptor dans le film, 30 minutes. 30-40 minutes. Ouais, c'est nul. Tu parles d'une menace. Même je sais que tu n'aimes pas Star Wars 8, mais même Snoke a vécu plus longtemps. Une fois l'Indoraptor défait d'une manière donc complètement conne, on le répétera jamais assez. Donc la petite famille parfaite va rejoindre les deux Gus complètement inutiles. D'ailleurs oui, au passage, autant Zia a eu à peu près une utilité, autant l'autre Gus là, au bout d'un moment, on l'oublie complètement dans le film. Ouais, complètement ça. Donc il retourne au sous-sol et il se trouve que quand Blue s'est échappé du labo de Wu, il y a un truc qui a explosé et ça a déréglé le système de ventilation. Il n'y a pas moyen de le reprogrammer, toutes ces conneries là. Bon, c'est bullshit, mais oui. Alors c'est à la fois bullshit et en même temps c'est complètement crédible ce genre de conneries. C'est de l'accident domestique de base, ça presque. Donc à la limite, une connerie comme ça arrive, moi ça me dérange presque pas. Les baraques comme ça, si tu mets des gaz comme ça dans le laboratoire, elles sont d'être aux normes. Oui, ce genre de choses. Bah oui, complètement. Mais après pour le coup, ça me dérange à moitié parce que qui peuvent complètement arriver. Et du coup, on se retrouve avec les dinosaures c'est un truc qui doit être à base de soufre, je crois, qui est balancé. Donc les dinosaures sont en train, risquent de mourir, tout simplement, les pauvres. Et du coup, Owen qu'est-ce que je raconte, Claire ouvre leur cage. Donc on se retrouve avec tous les dinosaures qui sont entassés dans un même endroit. Avec la lourdeur, oui. Je crois, avec le stégo. Oui, exact. Enfin, non, pas encore. Ils se retrouvent tous dans le même endroit avec un allosaure en plein milieu. On le voit très clairement. Puis même, vu la taille des animaux, ils auraient dû tous se tuer en même temps. Et j'en profite aussi pour revenir sur un petit truc. On passe en off juste pour ce truc-là. Regardez bien cette scène. Là, vous avez un stégosaure qui sort, donc il y a un apatosaure à côté. Et regardez qu'est-ce qu'il y a à la suite du stégosaure. Un carnot. Donc ils étaient dans la même cage. Je sais pas. Ça veut dire que les animaux se sont entendus. Ce qui est un peu probable. Complètement.
Du coup, Claire les a quand même, fait sortir de leur cage. Et elle est partante pour ouvrir la grande porte. Grande porte qui peut faire passer un apatosaure. Pourquoi, étant donné qu'on a amené les dinosaures comme couchés? Voilà. Du coup, Claire est prête à appuyer et Owen lui dit on n'est plus sur une île. Et là, Claire se dit non, stop, c'est des dinosaures, ces machins peuvent faire entre 6 et 15 mètres de long en moyenne. On va arrêter les conneries, c'est très triste pour eux, mais on n'a pas le choix, il faut les laisser crever. Alors, c'est très triste. Mais putain, enfin, quelqu'un qui est censé, quelqu'un qui se dit que putain, libérer des trucs comme ça risque de tuer des centaines de gens avant que les forces de l'ordre interviennent. Autre chose aussi, c'est le T-Rex, on le voit pas du tout au moment où ils s'échappent tous. Ouais, c'est ça. Alors qu'il devrait un minimum faire de bruit. Oh là oui, oh putain. Oui. Et là, le truc, c'est... Donc Claire se dit non, stop. Et dans le dos de tout le monde, t'as la gamine. Ils sont vivants, tout comme moi. Putain. Alors qu'il ne devrait pas sortir. Oui, c'est la seule fois où tu peux avoir une gamine qui sort ce genre de phrase, c'est dans un comics. Nulle part autre. Peut-être dans un manga, la limite. Allez, why not. Ouais. Dans un comics ou un manga. Je sais que Jurassic Park a été adapté en comics, mais quand j'entends comics, c'est comics de super-héros. Genre les comics de super-héros avec des esprits, avec des singes qui parlent. Donc non, ce genre de phrase est complètement conne. Et c'est encore plus con qu'il y avait toute une autre manière de faire encore mieux. Il y avait une manière bien meilleure de finir le film. Je vous l'assure, je vais poser le papier et je vais vous expliquer ça. Donc, nous avons donc les dinosaures qui sont un petit peu légèrement en danger de mort. La porte est gigantesque. Tu laisses les dinosaures dans leur cage, Claire, et tu ouvres la grande porte. Ah oui. Ça fait suffisamment d'aération. J'ai que ça à dire. Parce que après, une fois que ça s'est dit, sachant qu'il était... Et je pense qu'elle était dans l'optique qu'elle allait tout ouvrir, en fait. Oui, c'est ça. Mais elle aurait... Mais merde, tu peux y penser un minimum. Tu laisses les cages fermées, tu ouvres la grande porte. Ça fait suffisamment d'aération. Et surtout, au niveau de la manière de finir le film, qui aurait pu à peu près... alors, certes, les dinosaures ne se seraient pas répandus sur tout le globe, mais au moins, on aurait pu un minimum sauver les meubles au niveau des personnages. Parce que là, ce que fait Claire, le truc de ne pas ouvrir, c'est que vu qu'elle a ouvert les cages, elle n'a pas le choix, elle va pas ouvrir, et en même temps ça détruit toute l'évolution psychologique que le personnage a eu en 3 ans. Donc le problème, c'est que le scénario nous force, le scénario force à détruire les personnages. Et vous appelez ça un bon film? Ouais, le truc qui aurait presque été encore plus juste, c'est tu laisses les bestioles dans leur cage, du coup, tu ouvres la grande porte, ça fait de l'aération, tu appelles les forces de l'ordre, parce que c'est pas légèrement comme si sur décision de la loi, il était plus ou moins interdit d'aller chercher les bestioles. De toute façon, quand ils ont été les chercher, c'était illégal. Donc, vu que ça a quand même été une vente illégale, les dinosaures qui sont partis, je pense quand même que l'ONU se serait un minimum mobilisé pour aller chercher les bestioles. C'est des groupes terroristes, en général. Il y a quand même des groupes terroristes, ils ne les auraient pas rendus. Alors, peut-être pas tous, mais certains quand même, genre les riches t'as un riche qui a dû acheter un ankylosaure, je crois. Donc, au moins, par exemple, lui, il aurait dû être rapatrié. T'as les forces de l'ordre, t'as tout ce qui est Nations Unies, les États-Unis qui se ramènent et tout ça. Et donc, vu qu'ils voient que la Sorna, merde, Nublar, bon, on va dire que le volcan a tout détruit, allez, malheureusement. On va dire que le volcan a tout détruit. Ouais. Oui, je sais que t'aimes pas, mais on va dire que le volcan a tout détruit. Et ben voilà, on les met sur la réserve. Film terminé, tous les dinosaures sont vivants et tout ça. Si ce scénario se terminait comme ça, et oui, le 2 n'aurait pas eu d'intérêt. Et oui, complètement. Est-ce qu'il a encore de l'intérêt? Bah, moyen. Bah en fait, si finalement il n'y avait pas de finalité à la trilogie, et le 2 ne sera pas utile et le 1 aussi. Du coup, il n'y aura pas eu besoin de faire Jurassic World. Bah voilà, exactement. Pourquoi avoir fait les Jurassic World? Laissez mourir Jurassic Park, merde. On y reviendra après, je sens que je vais pas du tout me faire des copains là-dessus. Mais c'est au bout d'un moment, et puis le problème tu dis c'est que oui, il n'y a pas de finalité, mais on est dans une finalité qui détruit ses propres fondements. On est dans un film de genre des années 50 ou non, on est dans la saga Jurassic World, les gars. Un minimum de cohérence, même si c'est beaucoup vous en demander. Donc maintenant, on va passer à l'une des dernières choses qu'on devrait dire, c'est la scène d'ouverture à la fin finalement du Jurassic World Fallen Kingdom. Alors cette partie, c'est un petit peu pour moi ce qui sauve un petit peu une partie de ce film, parce que finalement, sans cette scène d'ouverture, le film n'aurait vraiment pas de sens. Et finalement, le film reprend finalement, j'ai l'impression, le script d'autres films qui auraient dû sortir et qui ne sont pas sortis, comme par exemple le fameux Jurassic Park 4 Extinction qui n'est jamais sorti. Alors, le principe c'est très simple, c'est qu'à la fin de ce film, les quelques dernières minutes de ce film, on a Ian Malcolm
qui finalement parle en off finalement pendant toutes les dernières minutes. Alors, ce que dit le personnage finalement, c'est quand même des mots forts. Finalement, il parle d'erreurs génétiques, de l'arme génétique qui explose finalement et qui va péter à la gueule de l'être humain finalement. Et ça par contre c'est d'actualité, donc Oui, pour le coup c'est pas plus mal. l'actualité. Donc Ian Malcolm est en fait présenté dans la saga Jurassic Park comme celui qui a toujours raison, finalement. Celui qui prédit l'avenir, qui finalement a raison sur tous les points et qu'on n'écoute jamais finalement. C'est pratique, ça faudrait aller voir Jeff Goldblum pour lui demander Ouais. le scénario du 3 du coup. Finalement, ce qu'il dit à la fin, c'est que tous les dinosaures se répandent, et d'ailleurs les images nous le montrent, les dinosaures qui sont libérés juste avant, comme le dit Moss, finalement se répandent sur le continent. Alors ils passent toutes les barrières naturelles, hein, c'est un peu bizarre, mais ils passent toutes les barrières naturelles, les rocheuses, les fleuves, les rivières, ils passent tout, et ils se répandent sur le continent nord-américain dans son ensemble. De même d'ailleurs pour les ptérosaures qui eux passent, l'intégralité de la planète, hein, ils volent n'importe où. Finalement, et ils traversent l'océan, visiblement, puisque quand on voit les automobiles hein, avec Owen dedans, scène d'ailleurs que je trouve plutôt sympa, hein, avec une musique que je trouve assez entraînante. Encore une fois, au niveau cinémato, c'est toujours bien. Franchement, la musique est vraiment pas mal à ce moment-là. Et Owen, finalement, il regarde des ptérosaures qui se dirigent direction l'horizon, c'est-à-dire ils passent le Pacifique. Pareil, Mosasaurus, alors, dommage, mais au moment où Malcolm parle des dinosaures, on te met un Mosasaurus à l'écran. C'est le classique. Ça, c'est toujours une erreur. Et ce n'est jamais corrigé. Hein, mais bon, ça, je pense qu'on ne corrigera jamais. Non, on n'y arrivera pas. Voilà, bref, le Mosasaurus est présenté comme un animal qui va manger des surfeurs. Alors, on rappelle la taille du mosasaure. Le mosasaure est toujours très très grand, ça c'est toujours le problème, à peu près 40-60 mètres de long, hein, l'animal est énorme. Mais autre problème, c'est que le mosasaure se conduit comme un orque. L'orque, évidemment, hein, c'est un cétacé, vous le savez, qui parfois va venir choper sur la berge, sur les rives ou sur le littoral, littéralement, une otarie ou autre animal qui se trouverait sur le littoral. Bon, ça, l'orque peut le faire. Parce qu'elle fait 9 tonnes. Exactement, mais un mosasaurus, avec une masse qui pourrait être comparable à celui de certains cétacés modernes, de grands cétacés. Non, il est largement plus lourd qu'une baleine bleue, là. Il est largement plus... Oh oui, putain. Ouais, peut-être. Une baleine bleue, ça fait 25 mètres de long. Ouais. Il est au moins, la bestiole doit dépasser les 200 tonnes, le mosasaure là, largement. Physiquement, ça paraît peu probable, mais bon. Bah oui, mais... Bon, l'animal, possiblement, peut dépasser les 200 tonnes. À ce moment-là, l'animal, on nous l'a présenté d'ailleurs dans Jurassic World, quand il chope une Dominus, il se comporte comme un orque. Hein. Il chope l'animal et il le conduit dans l'océan pour finalement le noyer. Et c'est exactement ce que je pense qu'il va faire avec les surfeurs. Il se dirige vers le littoral pour aller chercher des baigneurs, des gens qui probablement bronzent sur la plage, hein, pour aller les dévorer. Totalement inutile, hein, parce que les êtres humains, c'est un apport nutritif ridicule pour le mosasaure. Hein. C'est comme si on mangeait un criquet, je pense. Exactement, c'est nul pour un mosasaure, un être humain. Il dépense de l'énergie pour rien. Et puis qu'est-ce que fait l'armée? Hein, je rappelle, un apatosaure ou un triceratops, bon, c'est pas très grave. Non. Mais un mosasaure, t'aurais au moins un sous-marin ou un navire de guerre qui serait venu lui régler son compte. Exactement. C'est la taille d'un porte-avions de mosasaure, c'est bon, c'est on serait venu régler son compte au mosasaure. Donc là, bon, mosasaure toujours en vie, on sait pas trop comment. D'ailleurs, personne n'avait dit qu'il devait être sauvé, lui. Hein. Non, donc, oui, involontairement. D'ailleurs, ouais. Oui, c'est complètement involontaire du coup. Exactement. Bref, à ce moment-là, on est donc à un moment du film où tous les animaux se répandent sur les continents et outre les continents. Alors, on nous présente aussi des scènes très intéressantes avec les mallettes, de l'ADN dedans. Donc on nous précise clairement là qu'il y aura encore de la création de dinosaures dans les épisodes d'après. Parce que pour le coup, pour que ce soit vraiment une menace, on est à combien? 60 animaux, un truc comme ça? Ouais, à peu près. On est à peu près à 60 animaux. 60 animaux, donc plein d'herbivores, un mosasaure de la taille d'un porte-avions facilement repérable, un raptor, un T-Rex en fin de vie. Peut-être T-Rex en fin de vie, vous allez voir que le film justifie qu'il n'est pas en fin de vie. Non, ouais, mais bon, clairement, c'est montré que Rexy est plus ou moins malade. Donc, bon, elle est pas au top de sa forme. Un allosaure juvénile. Parce qu'elle s'est fait taper par un Indominus. Un allosaure juvénile, peut-être deux allosaures juvéniles et un Baryonyx. D'où c'est une menace. Même une police municipale française avec un bon fusil peut s'en occuper, je suis désolé. Mais... Ah, le problème ici, c'est que les dinosaures ne présentent pas vraiment une menace pour les êtres humains. Donc là, clairement, ce qu'il nous dit Malcolm, c'est nous sommes désormais dans une nouvelle ère jurassique. Avec 60 animaux. Nous allons avoir de nouvelles difficultés absolument incroyables et surtout, nous allons peut-être vers notre propre extinction. Donc là, clairement, il va venir spoiler un petit peu ce qui va se passer par la suite. Parce que pour intégrer une menace,
Il faut plus que de 60 dinosaures, ou même Non. plus. Ils vont très certainement créer d'autres dinosaures. On voit d'ailleurs les dinosaures partir aux quatre coins du monde. Ceux qui ont été achetés par les gros riches, très certainement, ils ont dû acheter une partie des droits pour créer des dinosaures. Oui. Et je pense qu'ils vont créer d'autres dinosaures autre part dans le Ce qui monde. me fait penser que tu m'avais fait remarquer quand on avait regardé le film, l'allosaure, il l'emmène à la zone 51. tu l'avais dit. Exactement. Il l'emmène vers une zone 51, puisque la route est très célèbre, c'est la route du Nevada, qui emmène vers la zone 51. Donc ça sent encore les conneries. Donc ça sent encore, voilà, exactement. Mais il n'y aura pas d'hybride, je vous rassure. Dans le 3, il n'y aura pas d'hybride. Le réalisateur l'a précisé. Alors, à ce sujet, t'es sûr vraiment? Parce que ils avaient pris ça aussi pour Jurassic World 2? Non, Jurassic World 2, ils avaient dit qu'il y aurait un hybride. L'Indoraptor, il avait été, ouais. D'accord, ok. Bon, Par contre, Trevorrow, de toute façon, a écrit les 3 épisodes. j'espère que Trevorrow va tenir sa parole. De toute J'espère. façon, dans Jurassic World 3, de toute façon, ils ont bousillé ADN définitif d'Indominus Rex. Bon, rien n'empêche d'aller dans le bassin pour aller chercher de nouveau, mais voilà, hein, on va pas chercher plus loin dans le film. De toute façon, Jurassic World 3, très certainement, va aller sur ce sujet-là, c'est-à-dire un élément déclencheur, quel qu'il soit, qui sera apocalyptique pour l'espèce humaine et qui va causer peut-être son extinction. Bon. On est par exemple sur le côté Jurassic Park Extinction, bizarrement, qui mettait en avant le fameux virus. Peut-être que vous avez vu dans les actualités, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Ce fameux virus qui était l'élément déclencheur, qui était finalement un agent pathogène qui avait été créé malencontreusement. Et on va voir que finalement les scientifiques vont se répartir dans le monde pour en créer de nouveaux dinosaures. Donc ça se trouve, il y en aura un moment donné où peut-être, c'est peut-être lui qui va faire ça, ils vont mal créer le dinosaure en question. Et finalement, il va y avoir peut-être un ARN viral qui sera avec le reste du patrimoine génétique de l'animal, même si c'est Planète des singes. planète des singes. Ça va être à peu près ce genre de choses. Le seul problème, c'est que même s'ils recréent pas mal de dinosaures, je pense pas qu'ils ont de quoi en recréer plus de 1000 pour l'instant. Enfin, ils vont, alors que Planète des singes, si on prend tous les... C'est pour ça qu'ils nous ont dit que... C'était pour ça maintenant qu'ils nous ont mis des indices qui se reproduisaient. Peut-être ils vont dire... Oui, peut-être ça, mais même Planète des singes, tu devais avoir plus de 300 000 individus sur toute la planète. Ça commençait à avoir du sens. Les dinosaures... Il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans Jurassic World 3 personnellement, mais en tout cas ça avance un petit peu dans l'intrigue et c'est bien là que je pense que Jurassic World Fallen Kingdom sort un peu des autres opus, c'est qu'il prend un aspect un peu novateur dans cet aspect-là de la saga. C'est-à-dire que maintenant on est sur le continent, on a de nouveaux enjeux, on a de nouvelles choses à faire. Donc Jurassic World 3, il y a tellement de choses à faire dans cet opus-là, tellement de choses d'amener finalement la possible extinction ou pas. Et donc finalement, là franchement, ils ont pas intérêt de nous faire un remake d'un autre film, ou de nous mettre des scènes copier-coller. Même si je pense qu'il y aura toujours plein de simplifications scénaristiques, c'est sûr. C'est Jurassic Park. Exactement. Jurassic Park, donc c'est vraiment qu'il y en aura. Donc bon, on n'a pas trop d'espoir non plus pour la suite, mais on espère quand même un Jurassic World 3 qui sera sympathique. Bah pour le coup, toi t'as dit ton avis. Personnellement, pour ce qui concerne l'avenir, je vais être très franc, je n'attends plus rien de la saga Jurassic. C'est vrai, et vraiment ça me fait mal de le dire. Hein. C'est vraiment Jurassic World 3 dans ma tête, ça sera un nanar. Et vraiment, et je vais le répéter tout le temps à chaque fin de phrase, mais je suis triste vraiment de devoir penser ça. Jurassic Park, quoi, merde, ça doit être quoi, 3e, 4e film préféré en ce qui me concerne. Donc je suis vraiment très déçu d'avoir dû en arriver là. Mais après, faut voir, hein, parce que si je le considère comme un nanar, peut-être que je trouverai un truc positif et peut-être que j'aimerais le film. Mais en ce qui me concerne, le problème avec Fallen Kingdom, il y avait énormément de bonnes idées et c'est bien du coup c'est bien de toujours d'avoir un aspect novateur, mais ça aurait pu être mieux. Le problème c'est que l'aspect novateur c'est à la fin. L'aspect novateur est à la fin, mais en fait tout le long du film ça aurait pu être beaucoup mieux bossé. Il est là le problème, c'est que une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé la raison principale pour laquelle j'ai pas aimé Fallen Kingdom, c'est que il y a plein de points positifs, je les vois, mais les points négatifs sont tellement aberrants et tellement gros qui m'empêche de voir le positif. Et c'est rare qu'un film me fasse ça. Même Justice League m'a pas fait ça, c'est dire. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement de ce film? Je vous l'ai déjà dit hein, en introduction. Mais bon, concrètement, j'ai eu quand même un avant-goût du film avant de le voir, puisque je l'ai vu assez tardivement, parce que j'habite. Exactement. Donc je m'attendais à un film assez mauvais, pourri, pour vous dire clairement. Et finalement, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu du tout, hein, parce que le film, finalement, de par sa réalisation, m'avait finalement emmené dans quelque chose qui me divertissait malgré tout. Donc j'ai aimé derrière le film, hein, derrière l'écran, les images qu'on présentait, et la scène d'ouverture m'avait dit qu'il y aurait à avoir du potentiel dans le 3.
Alors maintenant, je suis un petit peu intéressé par World 3, peut-être un peu trop, peut-être du coup, forcément que je vais être fortement déçu par World 3, peut-être beaucoup plus que Moss. Bah, Donc, peut-être, ouais. ça va peut-être s'équilibrer avec World 3 au niveau de nos avis. Donc, Bah, faut voir. forcément, moi personnellement, World 2, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques points positifs qui ramenaient le film malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses vraiment qui sont beaucoup trop importantes, des incohérences absolument incroyables. Malgré tout, par rapport à Jurassic Park 3, il y avait quand même de l'enjeu dans ce Jurassic Park Fallen Kingdom, malgré tout. Donc, on va rester quand même sur, moi personnellement, sur une note mitigée, hein, sur ce World. Bah, je pense... Il était divertissant, mais comme le premier World finalement, mais il n'était pas très impressionnant. Le truc, bon, mon avis, vous l'avez déjà, mais le truc, c'est que, comparé au premier World, en fait, les risques qui ont... World 2 a pris des risques, mais qui se sont avérés comme, en ce qui me concerne, une catastrophe. Ça arrive d'échouer, tant pis. Mais le problème, en fait, c'est... Enfin, je vais amener le problème après, parce que tu parlais de Jurassic Park 3. En ce qui me concerne, Fallen Kingdom et Jurassic Park 3 sont exactement au même niveau. Mais je pense que ça se... Avec le... Bah, je pense que ça, avec le temps, ça va changer, parce que peut-être que j'ai de l'animosité qui va diminuer pour le film. Un petit peu à chaud. Ouais, complètement. Bah, et ça fait un mois que le film est sorti, mais il me sort encore par les yeux. Donc il y a des chances que ça change. Mais les deux sont quand même très proches en ce qui me concerne. Mais là, le point où du coup je disais tout à l'heure que je vais pas me faire des copains, c'est que nous sommes en 2018. Jurassic Park a 25 ans. Exactement. Le film. Ça, c'est évident. Depuis que je critique, j'ai déjà critiqué Jurassic World il y a très longtemps. Ce sujet-là, je trouvais que c'était ridicule de faire des reconstitutions si merdiques. Alors non, j'allais même pas partir là-dedans, parce que pour moi, la limite, c'est que ça, c'est dans le contrat de base que tu passes avec un film Jurassic Park. Pas forcément. Le Raptor et le T-Rex, on peut leur laisser leur morphologie de base. Et pour des animaux nouveaux comme l'apatosaure. Oui, d'accord, ok. Mais ce que je veux dire, c'était pas non plus mon point de base. Mais Jurassic Park a 25 ans, le film. Le bouquin a 28 ans. Le bouquin est toujours cool. Ça, par contre, allez le lire si vous l'avez pas lu. Je l'ai lu il y a longtemps déjà, je l'avoue. On aurait pu prendre des genres du bouquin. Mais oui, ça aurait été cool. Mais le problème que j'ai, c'est que Jurassic Park a un quart de siècle. Laissez mourir Jurassic Park. Je sais que je vais pas me faire des potes, clairement, quand je vais dire ça. Mais il faut les... Jurassic Park a fait son temps. Remettez-vous dans le contexte de l'époque. Jurassic Park a été une vraie révélation en ce qui concerne les dinosaures et tout ça. Et même nous, quand on l'a vu, bon, ça devait être quoi, vers 2005 à peu près, un truc comme ça, je pense. Ouais. Dans les alentours. Les premiers Jurassic Park qu'on a dû voir, c'est vers 2005. Et à l'époque, c'était moite-moite, mais maintenant c'est plus correct. Mais laissez crever le truc. Il y a plein de trucs qui peuvent remplacer Jurassic Park, Jurassic World maintenant, sans déconner. Arc et n'importe quoi. Tu l'as critiqué sur ta chaîne, c'est bon, au niveau scientifique, vous allez chercher dans le tréfonds des enfers, clairement. Ouais. Mais Arc est adapté à un nouveau média qui parle beaucoup plus aux nouvelles générations actuelles. J'ai l'impression d'être en politique en parlant comme ça, putain. Mais Arc est plus adapté à la manière de communiquer ce genre de passion maintenant, tout comme les Internet. Les films sont toujours là, mais c'est un truc con, mais Jurassic Park, Jurassic World empêche d'avoir de nouvelles sagas vraiment avec des dinosaures qui puissent permettre de développer des choses qui soient plus correctes, plus à jour et parfois moins connes pour le coup. Il pourrait le faire pourtant. Il pourrait le faire, mais quand t'as un mastodonte, quand t'as le mastodonte Jurassic Park face à toi, t'y arrives pas la plupart du temps. Les producteurs veulent pas s'y frotter. Donc c'est pour ça que je dis laissez mourir Jurassic Park. Ça fera du bien à tout le monde, que ce soit la production cinématographique, que ce soit aux scientifiques, sans déconner, et que ce soit aussi à la manière de communiquer les dinosaures. Pareil, les deux. Pour là c'est trop tard. C'est trop tard, clairement, oui, c'est complètement trop tard, je le sais. Mais il faut qu'ils aillent au bout de leur truc. Hein. Bah oui, c'est sûr. J'espère d'ailleurs que le bout sera bien. Parce que s'ils nous ont emmenés pendant 3 opus pour ça, si c'est un mauvais épisode à la Dinotopia, je vais taper un coup de gueule. On parle d'Hollywood. Ouais, j'espère. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine sur cette chaîne, bien évidemment. Hein. Un Alexis Style Mésozoïque, bien sûr. Et bien évidemment, retrouvez la chaîne de Moss dans la description. Allez jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas cette chaîne, elle est vraiment... Allez pas voir. Il fait de la contre-pub, cet homme est étrange. Ouais. Bon allez. Je suis communiste. Oula. Bon allez, salut à tous et à bientôt.